Dernier épisode enregistré avec la légende des agents, Régis Brunet. Cet homme a tout vécu dans le tennis. On a déjà enregistré 4 épisodes ensemble qui sont certainement mes préférés. Allez les écouter. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est un condensé d'anecdotes racontées avec humour, légèreté, détail et un bon fond de vérité sur ce sport et ce milieu parfois un peu étrange. C'est le 300e épisode du podcast Tennis Légende. Merci Reg d'autant nous régaler. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Bon alors Régis, dernière ligne droite. Est-ce qu'on commencerait avec les exhibitions que tu as organisées à Nîmes et à Navarre? Oui. Alors je peux, si tu veux, commencer par l'exhibition à Nîmes. Ok, dans les arènes. Voilà. Ouais, les arènes de Nîmes, en fait, chaque année, on organisait avec Pascal Porte et Dominique Bedel, qui avaient une société, et en collaboration avec IMG, les exhibitions. Nous, on s'occupait de toute la partie joueurs, et Dominique et Pascal étaient, je dirais, l'organisateur de l'événement. C'est des anciens joueurs aussi? Oui, bien sûr. Dominique a joué la Coupe Davis, Pascal Porte aussi, et c'est mes deux amis. Et je me retrouve, moi, au milieu, en train de travailler avec eux pour IMG. Donc, il n'y a pas mieux. Et on organise donc avec eux une grande manifestation dans les arènes qui représente à l'époque, je dirais, une dizaine Il y avait énormément de monde. Tout était plein, tout était vendu. Ouais. Et on organisait 8 joueurs, ou je ne me rappelle pas, ou 6 joueurs. Avec les meilleurs joueurs du monde pour préparer Monte-Carlo. C'était juste avant Monte-Carlo. C'était en quelle année et quelle capacité dans le stade? Alors, c'était je pense que c'était les années 80-90. Okay. Et capacité, je pense que on n'était pas loin d'entre 8 et 10 000 personnes. C'est beau. Et c'était à l'époque où vraiment le tennis marchait très, très fort et on avait fait venir un certain nombre de joueurs, dont John McEnroe, qui jouait. Il y avait Yannick Noah, Henri Lecomte, Boris Becker est venu. Enfin bon, il y avait vraiment un plateau fantastique. Il y avait les meilleurs plateaux qu'on pouvait rêver. Voilà. Et énorme dispositif pour transformer les arènes en cours de tennis? Oui, il fallait effectivement construire un court au milieu des arènes. C'était assez simple. Il y avait un programme d'hospitalité aussi. Il y avait des loges autour. En fait, c'était vachement bien organisé. C'était au milieu de la ville. C'était vraiment un événement qui a marqué la ville parce que c'était à l'époque où on faisait venir tous les joueurs américains qui venaient jamais en Europe. Donc grosse manifestation à l'époque. C'était vraiment, l'exhibition était très renommée parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir autant de joueurs dans un même week-end. Et court en terre battue, hein? Oui, court en terre battue, bien entendu. Et, pour préparer. Pour préparer. Voilà. Donc on arrive et il y a une année où j'ai 2 anecdotes. C'est la première, c'est la finale qui a lieu entre John McEnroe et Henri Lecomte. Et c'était en 5-7, d'accord? Et donc, nous, on est là, bien entendu. On s'occupe de la gestion des joueurs et on explique à Henri Lecomte et à John McEnroe. Et ils se mettent d'accord entre les deux en disant, bon, celui qui mène 2-7-1, pour pas, je dirais, faire un marathon, il gagne le 4e, quoi. Je veux dire, mais tout ça de bien fait, quoi. Je veux dire, parce que les mecs, ils sont nickel, quoi. Ils savent très, très bien exactement que faire. Ouais. Mais McEnroe voulait pas rester 5 heures sur le court, Lecomte non plus. Donc, on décide à 2-7-1 de celui qui gagne 2-7-1 de gagner le 4e. Et à notre plus grande surprise, 2-7-1 pour McEnroe. Et à notre plus grande surprise, Henri Lecomte commence à jouer son meilleur tennis. Donc, McEnroe, bien entendu, s'énerve. Il a du mal à gagner les points. Il devient fou. Il ne comprend pas pourquoi Henri Lecomte joue aussi bien. Il a juste besoin de faire ce qu'il faut pour que tout se passe bien et que toute l'exhibition, je dirais, se déroule dans les meilleures conditions. Ouais. Et que McEnroe, en fait, montre la coupe à tout le public. Enfin bon, une happy end formidable. Et là, à notre plus grande surprise, Henri Lecomte gagne le 4e set. Le vengeur masqué est de retour. Voilà, le vengeur masqué est de retour. Et ça ne plaît pas du tout à John McEnroe qui part du court. Non. Il part du court et les vestiaires à l'époque dans les arènes, c'était la chapelle. En fait, les toreros avaient l'habitude de se préparer dans la chapelle. Et John McEnroe donc se change dans la chapelle et commence à ruminer et à gueuler en disant « J'arrête, je ne peux plus jouer, j'en ai marre. Ce con de Lecomte, on avait quand même décidé un truc, il n'est pas capable de tout ça. Moi, le 5e set, je ne le joue pas. »
Donc, Dominique et Pascal arrivent, viennent nous voir, dire bon, il faut aller voir John, il faut absolument jouer le cinquième parce que y a 10 000 personnes qui sont en train de crier, ça va être une émeute. Aujourd'hui, laissé à 2-7 partout, sans remise des prix, sans rien du tout, ça va vraiment mal tourner. En plus, les gens à Nîmes sont assez chauds. Donc, s'il vous plaît, il faut régler le truc. Bon, moi, j'ai même pas envie d'aller essayer de convaincre McEnroe de jouer le cinquième. Donc, Jean-Noël Buhl, à l'époque, il travaillait avec moi, a dit on est vraiment dans la merde. Et là, je vois mon Dominique Bedel, mon ami, qui arrive dans la chapelle et qui lui explique à John, en 2 minutes, il lui explique écoute, John, crois-moi, si jamais tu vas pas jouer le cinquième set, je te défonce la gueule. Ok. Il commence à le prendre au collet, il commence à le soulever de 10 centimètres. Et il lui dit, je t'en mets une, vieux. Alors, ce que tu vas faire, tu vas jouer le cinquième set, tu vas aller gagner ton match, on va faire la remise des prix, autrement, je t'en mets une, d'accord? Mais de manière, parce que quand il s'énerve, c'est vraiment du lourd, quoi, je veux dire. Et McEnroe, à ce moment-là, qui était le king, eh ben, il est devenu un petit enfant. Il est devenu un petit enfant, il a dit non, Dominique, t'inquiète, j'y vais, excuse-moi, t'inquiète. Il est reparti sur le court, il a gagné le cinquième set, on a fait la photo, ça s'est terminé de façon extraordinaire. Mais les relations entre McEnroe et Lecomte, bien sûr, ont été un peu détériorées. Mais Dominique a réussi un coup de bluff extraordinaire. Mais je pense très sincèrement qu'il aurait pu lui en planter une si jamais il n'était pas retourné sur le court. Tu te souviens le score du cinquième ou pas? Oh non, je me souviens plus. Ça fait 30 ans, je me souviens plus du tout. Mais cette histoire est incroyable parce qu'à l'époque, McEnroe était vraiment la big star. Ouais. Okay, personne n'osait lui parler à la rigueur. Et Dominique a été excellent. Pascal était derrière. Il a dit putain, mais comment on va faire? Ça va être un pugilat. Ils vont se battre. Et ça s'est remarquablement bien passé. Bravo Dominique. Ouais, solide. Il y avait quoi à gagner pour le vainqueur? Oh, il n'y avait pas grand-chose à gagner pour le vainqueur. C'était des garanties. Ils arrivaient, ils jouaient, ils savaient qu'ils devaient jouer 3 matchs. C'était pas arrangé, mais c'était vraiment à la bonne franquette. Mais à l'époque, il n'y a aucun joueur qui voulait perdre. Il rentrait sur le court pour gagner, que ce soit en exhibition ou en tournoi. Donc, il faisait le métier. Il le faisait très bien. Et comme c'était sous couvert d'exhibition, est-ce que le soir, vous alliez boire des whisky Coca en boîte? Alors, franchement, non. Non, parce que non, c'était pas trop le style des joueurs à l'époque. Mais c'était, je me rappelle, dans les arènes au milieu de la ville, avec un hôtel qui était à côté. Je crois que j'avais vu à l'époque, c'était McEnroe également, c'était la même année, qui, pour travailler son jeu de jambes, avait remonté les arènes jusqu'à l'hôtel, ce qui faisait au moins 1,5 km, 2 km à marche arrière. Ah ouais, Avec la voiture, avec la voiture de l'organisation qui le suivait et moi qui étais en train de faire la police autour en expliquant que c'était comme ça et qu'il fallait pas l'emmerder. Quoi. Putain, incroyable. Ah ouais, le mec faisait vraiment le job. Ouais, en marche arrière. Donc il travaillait son jeu de jambes. Il avait une lubie qui était mes mollets, je vais les travailler à reculons. Donc il est un fou furieux, mais tellement fabuleux que c'était énorme. À Nîmes, j'ai encore une anecdote qui est assez sympa. C'est à l'époque, en fait, il y avait, on faisait 2 stars, on faisait 2 très bons joueurs et puis 2 jeunes joueurs qui permettaient aux jeunes de se montrer un petit peu et à qui ça faisait plaisir. Donc, il est arrivé qu'on avait fait plaisir à Guy Forget à l'époque, qui était un petit junior, qui était même un peu plus que junior, pour venir participer. Il y avait également 1 ou 2 joueurs, je ne me rappelle plus. Mais Guy se met à jouer en demi-finale contre Yannick Noah. Et bien entendu, tout le monde voulait que Yannick joue la finale contre McEnroe ou X ou Y à l'époque, je ne me rappelle plus également. Et le problème, c'est que Yannick, en exhibition, il prend un truc un peu à la rigolade, et que mon Guy, lui, il joue sérieux et il est en train de lui en mettre une bonne, quoi. Tu vois? Donc, ça ne le fait pas du tout. Et Pascal et Dominique viennent me voir pour me dire, dis-moi, tu dis à Guy de calmer parce que la finale, on ne peut pas ne pas avoir Yannick en finale. Hein. Tous les billets sont vendus, donc tu es gentil, mais tu vas lui dire de se calmer. Hein. Donc, je me mets, je dis, ouais, je comprends, aucun problème, laisse-moi faire, je m'en occupe. Donc, j'arrive, je me mets dans une loge, et quand il ramasse les balles et tout ça, le ramasseur lui ramasse les balles, j'ai fait, Guy, calme un peu, j'ai fait un peu comme ça, Guy, calme un peu, il faut que tu te couches parce que la finale, c'est Yannick. Hein. Et là, il dit rien, il va, il serre et tout ça, et puis après, il reprend une balle, et il me fait, putain, sans déconner, c'est mon agent qui me dit de me
me calmer alors que je suis en train de battre Yannick Noah. Putain. Et c'était énorme, quoi, je vais dire, parce que Guy était très fier de l'amitié de Yannick. Yannick, lui, voulait jouer, il savait qu'il allait gagner, mais il prenait pas le match au sérieux. Et Guy lui en mettait plein la gueule. Donc Guy n'avait pas compris à l'époque que la vedette, c'était Yannick et que Yannick devait jouer la finale. Putain, mais j'ai sué, il s'est couché, mais putain, il m'en a voulu. Hein. Il me dit, putain, mais tu te rends compte ce que tu me demandes de faire? Tu me demandes de perdre. De perdre. Putain, j'ai fait, ouais, Guy, mais bon, si l'année prochaine tu reviens parce que tu as perdu, tu auras gagné un peu d'oseille, et la prochaine fois, ça sera toi qui soit le leader, et puis le petit jeune, il se calmera. Mais putain, à un moment donné, écoute, il faut jouer le jeu. Hein, ouais. Énorme, putain, incroyable. Énorme. Et c'est toi qui allais négocier les sponsors? Alors, non, pas à Nîmes. À Nîmes, c'était Philips, qui était un sponsor qui avait été amené par Pascal et Dominique. Ça s'appelait le Trophée Philippe dans les arènes de Nîmes. Et ils ont fait ça pendant, je crois, 4-5 ans. Et après, Philips est venu parce qu'ils ont racheté le tournoi de Nice. Et Philips est devenu partenaire principal du tournoi de Nice après. Voilà, mais c'est pas moi qui. Non, ça, c'était une exhibition qui était gérée par Dominique et Pascal. Et toi, comment tu gagnais ta vie là-dessus? Je gagnais ma vie parce que j'avais un FI pour pouvoir, gérer toute la partie joueurs. Ça veut dire qu'il fallait les contacter, il fallait leur proposer l'argent, il fallait les faire venir, il fallait les accompagner, il fallait faire le lien entre les organisateurs et les joueurs. Donc, c'est quand même, il fallait faire les contrats, Non, il y avait quand même pas mal de travail à faire, mais c'était la bonne partie, quoi. Je veux dire, on arrivait, parce qu'on connaissait les joueurs étaient sous contrat chez nous. Donc, c'était plus facile quand les joueurs sont sous contrat chez nous. C'est une assurance, en fait, pour Dominique et Pascal, d'être sûr que les joueurs vont pas planter, et c'est une crédibilité de travailler avec IMG. Et tu sentais une ambiance quand même beaucoup plus détendue que sur des tournois classiques, quoi. Oui. Sauf qu'à un moment donné, dans les exhibitions, il y a toujours un truc qui dérape. Ouais, je vais te raconter une autre anecdote qui est une anecdote incroyable où tu vas dire, mais c'est pas possible. Mais dans les exhibitions, il se passe toujours quelque chose. Okay. Et cette année-là, avant Roland-Garros, on décide de faire. Le groupe me demande, trouve un partenaire, trouve un promoteur qui veut organiser 4 jours d'exhibition. Les joueurs viennent des États-Unis, ils ont besoin de faire 2 matchs. À l'époque, il n'y avait pas de tournoi, il n'y avait rien du tout. Et les Jim Courier qui avaient gagné Roland-Garros, il y avait André Agassi, il y avait Sampras, il y avait tous ces joueurs-là qui voulaient jouer en fait des matchs sur terre battue, quoi, je vais dire. Donc je réussis à trouver un promoteur à Rouen qui me dit, écoute, ça va, j'ai la région, j'ai la ville, on va organiser ça. Qu'est-ce que tu peux m'amener? Je lui explique comment ça se passe. Je lui explique notre rôle, je lui explique que les joueurs vont venir. Il y croit pas. Je lui dis oui, non. Courrier va venir, Sampras va venir et Agassi viendront. Donc je lui explique le format, c'est 6 joueurs. Je lui explique qu'il faut jouer le jeudi 2 matchs, le vendredi 2 matchs, et puis la finale le dimanche. Ça fait 5-6 matchs en fait. Durant la semaine. Donc, il construit des tribunes. Il y a 2-3 000 personnes faciles qui sont là. Lui, il vend son sponsoring. Lui, il s'occupe. Nous, on s'occupe uniquement de faire venir les joueurs et de facturer. Yes. Et pour, je dirais, compléter le plateau, je prends comme anime 3 petits jeunes qui étaient à l'époque, je ne me rappelle plus très bien, il y avait certainement 2 ou 3 Français. Et puis, il y avait un Français qui s'appelait... et qui s'appelle toujours et qui est adorable, c'est Thierry Guardiola. Ouais. Qui entraîne à la All In Tennis Academy avec Voilà, qui a beaucoup de potentiel, qui joue bien, mais qui est le parfait type pour pouvoir perdre soit au premier, soit au deuxième tour. Voilà, parfait. Et moi, dans mon rôle, je suis tranquille, quoi. Je veux dire, j'arrive, ça va, le plateau est bien fait, le temps est beau. Parce que là aussi, c'est pareil, il faut qu'il y ait du beau temps, parce que s'il n'y a pas beau temps, c'est vraiment la catastrophe. Donc, le temps est beau. Les joueurs viennent en hélicoptère. De la porte de Versailles. Une voiture de Roland-Garros les amène à la porte de Versailles. L'héliport, où il y a l'héliport. L'hélicoptère décolle. Voilà, 30 minutes après, ils sont sur site. Ils mangent un petit truc. Ils commencent un peu à s'entraîner et derrière, match, quoi. Ouais. Et donc Guardiola, joue son premier match, il gagne son premier match contre je ne sais pas qui, et il joue en demi-finale contre Jim Courier, qui était le vainqueur de Roland-Garros l'année dernière. Donc tout le monde hyper content, quoi. Je veux dire, de voir Jim Courier, c'était pas tous les jours qu'à Rouen on peut voir Jim Courier jouer. Ouais. Et je gère pas du tout là, je passe à travers totalement. Je pars du principe où Jim Courier ne peut pas perdre contre
contre Thierry Guardiola, qui était à l'époque un petit joueur. Je viens de voir 106e à son meilleur en 2000. Voilà, donc 106e donc, en 2000, donc c'était effectivement cette période-là. Et, et Thierry joue un match franchement de folie, quoi. Et Jim Courier joue un super match. Malheureusement, il perd au troisième set. Oh. Et Guardiola bat Jim Courier. Et là, tu lui as pas dit de se coucher, là, Thierry? Et là, écoute, c'est un truc que j'étais peut-être un peu jeune, je sais pas ce qui m'a pris. Je gère pas, c'est que je pense jamais que je pense que Thierry fait un grand match, mais c'est son match de sa vie et je gère pas la finale. J'ai dit bon, il joue contre Agassi en finale et je vais même pas le voir pour lui dire dis-moi, sois gentil, si c'est Agassi qui gagne, quoi. Je veux dire la coupe, si jamais c'est pas Agassi qui prend la coupe, plus jamais on nous revoit ici, quoi. Je veux dire, parce qu'il y avait le maire, il y avait il y avait le patron des différentes sociétés. Enfin bon, c'était vraiment un big event pour Rouen. Ouais. C'est à la Tennis Club de la Petite Bouvrie, je crois. Okay. Voilà, donc la finale se passe bien. Agassi joue l'enfer, mais n'arrive pas à battre Guardiola qui gagne l'exhibition. C'est monstrueux. Et c'est monstrueux. C'est monstrueux parce que c'est un Français, c'est cool, non? Non, c'est pas cool du tout. Non, c'est pas cool du tout parce que tu as le maire qui est là, tu as l'organisateur qui est là et tu as la coupe qui arrive et la coupe va à Guardiola. Et Agassi est là comme un con, il a perdu contre un centième alors qu'il jouait à fond. Donc le mec est hyper vexé. Il avait sa perruque, le Dédé? Pardon? Il avait sa perruque, le Dédé, ou c'était passé cette époque-là? Non, c'était le jeune qui arrivait, qui était en pleine bourre. C'était le Agassi, vainqueur de Roland Garros. Agassi, il avait sa perruque, le Agassi, à ce moment-là? Je ne sais pas s'il avait une perruque, mais. Okay. Bon. Non. Écoute, il était supposé effectivement gagner Roland Garros ou faire finale, mais enfin, il était dans les favoris. Ouais. Et on se retrouve à la remise des prix. Je me souviens toute ma vie en train de remettre le prix à Thierry Guardiola et Agassi dans un petit coin qui comprend pas. Il joue l'enfer et il perd contre le centième et 15e joueur français. Qui fait le match de sa vie, il fait 2 matchs de sa vie, le samedi et le dimanche, sur une exhibition qui était quand même importante parce que nous, on voulait la refaire l'année prochaine. Une fois qu'il y a un promoteur qui prend le risque et que la première année est réussie, normalement, il refait une deuxième, quoi. Et alors, il l'a boudé ou pas? Et là, il s'est passé un truc incroyable, c'est que dans leur contrat, ils sont obligés de faire une conférence de presse après pour pouvoir avoir un peu de retour médiatique. Et il y a un journaliste locaux ou je sais pas où de l'équipe qui parle à André Agassi. Thierry a aucune question bien entendu, et enfin aucune question, il y a 2 questions, mais tout le monde veut savoir qu'est-ce que pense Agassi, qu'est-ce qu'il veut faire. C'est l'âge où c'est à ce moment où Agassi explose, quoi. C'est vraiment de la big star. Hein. Ouais. Et là, le journaliste dit mais alors quels sont vos favoris pour Roland Garros? Et Agassi qui dit écoutez, moi mon favori numéro 1 c'est Thierry Guardiola. Monstrueux. Donc il fait à l'envers, on se retrouve comme des cons, tout le monde éclate de rire, on s'aperçoit que c'est une exhibition et on l'a plus jamais refaite parce que quelque chose qui devait être quand même sérieux est devenu bancal. Guardiola qui gagne et puis derrière Agassi qui se fout de sa gueule en disant c'est toi qui vas gagner Roland Garros. Ça a été mal pris en fait par l'organisateur qui a arrêté en fait de promouvoir cette exhibition et on l'a fait qu'un an. Oh putain, c'est triste. Ouais. Ah ouais, c'est triste. Et puis bon, après le retour en hélicoptère d'Agassi avec toute sa smala. C'était fabuleux, quoi. C'était vraiment le grand style, quoi. Ouais, non, c'était déjà le kit de Las Vegas et c'était après ces années où il a commencé. C'est les années 2000. C'est après quand il a commencé à devenir chauve, à complexer. Et voilà. Il gagne Roland en 99, donc il était incroyable à ce moment. Voilà, c'était à ce moment-là. Donc Guardiola, mon pote qui est adorable, nous a flingué l'exhibition et à chaque fois que je le vois pas souvent, mais j'ai dit vraiment, t'es vraiment une enflure, plus jamais je t'inviterai dans une exhibe. Mais la faute, c'est pas à Guardiola, c'est la mienne, parce que j'aurais dû lui dire, écoute, t'es gentil, vieux, tu viens, mais surtout, je veux pas devoir gagner le moindre match. T'es là pour perdre, t'es là pour gagner un peu d'oseille, mais c'est tout, quoi. Tu penses vraiment que si ça avait été Agassi courir en finale, qu'Agassi avait gagné, il y aurait eu une année 2, peut-être une année 3? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr, parce que ça aurait fait les grands titres de la presse locale et que ça aurait été
un événement. Il ne faut pas oublier, c'était à 120 km de Paris, donc c'était Ouais. facile en hélicoptère, c'était génial. Rouen bénéficiait de la proximité de Roland-Garros pour marquer son territoire et organiser Ah oui, chaque année une exhibition avec les meilleurs joueurs du monde. bien C'était vu, bien top. vu. Mais aujourd'hui, ça paraît totalement impossible d'organiser un tel événement avec de telles stars dans une ville intermédiaire et entre guillemets que 3000 personnes. Non, mais c'est plus possible aujourd'hui parce que les montants que demandent les meilleurs joueurs du monde sont complètement disproportionnés par rapport à l'organisation d'un événement. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher. Donc, un Nadal ou un Federer ou un Djokovic vont demander des sommes astronomiques parce que, à la rigueur, ils préféreront jouer soit un tournoi s'ils ont besoin de match ou alors, bon, ils vont s'entraîner à Roland-Garros et puis ils s'en foutent, quoi. Je veux dire, mais pour les motiver, il faut que ça soit leur demande à eux. C'est eux qui demandent. C'est eux qui vont voir, je dirais, IMG, comme ça a été le cas, et qui leur disent bah, écoutez, moi, je veux faire 2 matchs. Organisez-moi 2 matchs avant Roland-Garros. Je demande rien ou très peu. Et puis, je serai très content. Ça veut dire que c'est nous qui allons travailler pour eux. Et tu te souviens une fourchette de prix pour un Agassi à l'époque? Oh non, je me souviens pas du tout. Ah, Non, j'ai non, réussi un non, effort. non, 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 mais c'est très peu. Non, 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 mais c'est très peu par rapport en fait à aujourd'hui. Donc, je te dirais 50 000 dollars ou un truc comme ça. C'était juste significatif. C'était juste qu'il paye son voyage et tout ça, mais c'était dérisoire. C'est C'est un peu de beurre dans dérisoire. les épinards, ouais. Voilà, mais c'était juste de l'accompagnement pour que derrière, il paye ses billets d'avion des États-Unis, qu'il amène sa femme, sa copine, son coach et tout ça, qu'il puisse être logé, nourri, et puis qu'il commence le premier tour à Roland-Garros sans être dans l'inconnu. Et, C'était tout. et tu sais qui gère les droits de Rafa et Djoko? Djoko, oui, c'est IMG via Eduardo Artaldi, qui est un Italien. Et puis, de qui tu m'as dit l'autre? Rafa? Rafa, il a monté sa société, il était chez IMG, il a monté sa société et c'est Albert Costa qui gère les Ah hôtels oui, à yes. l'intérieur de la société de Nadal. Ok. Et tu connais d'autres grands noms actuels qui sont chez IMG? Il y a Osaka, Ouais. il y a, après, je sais pas, très sincèrement, j'ai lâché. Tous les meilleurs étaient chez IMG et après sont partis avec leur société. Tony Gotsi est parti d'IMG pour monter la société de Roger Federer. Euh, mais après, je peux pas te dire. J'ai un peu Juste pour lâché. essayer de se mettre dans les baskets de l'agent de Roger, il Hmm. paraît qu'il reçoit plus de 1000 mails par jour de demandes toutes plus folles les unes que les autres. Tu penses que c'est un gars qui vit comment ce métier-là? C'est tellement incroyable de représenter Roger, d'avoir autant de demandes, d'avoir autant la main, entre guillemets, sur le marché. Comment tu penses Oh, qu'il je gère? crois que c'est facile parce que moi, je pense qu'au contraire, c'est très facile. Roger, il a son programme, il sait exactement quel tournoi il joue et à quelle époque de l'année il se repose. Il a ses contrats avec Uniqlo, Rolex et trois autres contrats, mais qui sont gérés en certain nombre de jours dans l'année. Donc, c'est très facile. Il préfère la qualité plutôt que la quantité. Donc, au contraire, quoi, je veux dire, c'est très simple. Ça va pas changer quoi que ce soit à Roger d'avoir un autre contrat. Donc, automatiquement, il faut que ça soit, je dirais, sa volonté à lui en disant, tiens, j'ai besoin d'un contrat de bagnole, va voir Mercedes ou tout ça. Mais autrement, il a plus besoin de contrat, Roger. Il vit uniquement il délivre, en fait, à la fois sur le court comme en dehors du court, ce qu'il y a dans leur contrat. Donc, Hmm. non, et puis les exhibitions, il va en faire une en Afrique du Sud parce que sa mère est sud-africaine et il va faire venir Rafa, comme Rafa à un moment donné va faire une exhibition et Roger va venir pour échanger. Mais c'est au contraire, c'est très simple, quoi. Je veux dire, il passe son temps le lundi à facturer ou à la fin de mois ou à la fin du trimestre à recevoir et puis regarder si ça a été payé ou pas. Mais c'est tout, hein, c'est la belle vie. Après, les demandes d'interview, c'est Roger qui les demande. Si le domaine d'interview, c'est de dire, tiens, quand est-ce qu'il reprend? J'ai envie de faire un interview, qui je sélectionne. Hmm. C'est tout. Et, tu penses- Et sur quel média? C'est tout. Voilà. et nous, tennis légende, pour avoir Roger, tu nous conseilles quoi? D'attendre. Qu'il ait 94 ans et que plus personne pense à lui? Non, non, par contre, tu peux créer un teaser en disant, j'ai effectivement contacté Tony Gottsick, on attend la réponse, on a bon espoir
de faire ça avant Roland-Garros, et puis derrière, tu feras ça chaque année. C'est ce que Thomas Soto avait fait d'Europe 1 pour son livre sur Roger. Oui, il m'avait contacté. Ouais. Ah, il t'avait contacté et il avait Oui, il m'avait créé contacté. une Oui. sorte de pétition sur Twitter que les gens signaient pour qu'il arrive à s'entretenir avec lui. Oui. Et ça a Et été c'était incroyable. sympa. Il avait été l'interpeller dans un resto parce qu'un pote à lui lui avait dit, il y a Roger qui dîne à côté, viens, dépêche-toi. Et à cette époque-là, il préparait la matinale, donc il se levait à 4 heures du mat. Il se couchait à 20 heures, je crois. Et il s'était rhabillé, il était venu vite fait en vélo électrique dans le resto, enfin bref. Et il avait Ouais. attendu que Roger termine de dîner, enfin, c'était Ouais. assez incroyable. Ouais. Ok, et donc du coup, juste pour faire un petit parallèle sur toi, la manière dont tu gérais à l'époque, comme tu gérais beaucoup de dossiers, beaucoup de personnes en même temps, un Tony Gothic qui est focus ou un Costa qui sont focus que sur une personne, forcément, c'est moins compliqué, quoi, au final. Ah ben comment dire, c'est à la fois moins compliqué, tu gagnes beaucoup plus d'argent que si jamais tu en gères 15 qui sont des joueurs, qui sont des très bons joueurs, mais moyens. Ouais. Mais ce qui est difficile dans notre métier et surtout dans le mien, c'est euh, c'est d'aller à la chasse, c'est vendre. Eux, c'est facile, hein. Ils attendent que le téléphone il sonne, ils décrochent, et derrière, ils choisissent les offres, ils les font monter, et puis ils sont contents, ils vont aller voir leurs joueurs pour leur dire, au lieu de 500, j'ai réussi à trouver une exhibe à 1 million ou à 2 millions. Mm. Il faut que tu ailles en Chine, tu vas faire un truc, j'organise tout, j'organise l'avion privé, tout ça, tu vas rester sur place 24 heures, et derrière, tu vas gagner 2 millions. Nous, il fallait prendre le téléphone à l'époque, il fallait contacter les sociétés, il fallait démarcher, il fallait se battre, il Envoyer des fallait faire fax. preuve d'imagination et de création. Hein. C'est pas pareil. Hein. C'est deux métiers qui sont totalement différents. Tony, il a saisi sa chance. C'est quelqu'un de très opportuniste qui a parfaitement manœuvré pour qu'à un moment donné, Roger lui tombe dans ses mains. Et quand Roger est tombé dans ses mains, il a réussi à le séduire parce que c'est un très bon agent. Et que Roger voulait plus de IMG, voulait plus de société, et pensait que c'était mieux d'avoir sa propre société pour pouvoir organiser la Lever Cup et ne pas avoir besoin de payer des commissions à un agent, alors que sa société, ben, il payait peut-être le salaire de Tony Gottsick, mais au moins, c'était sa société à lui, quoi, je veux dire. Tu le connais Donc, bien, Tony? oui, très bien. Non, non, très bien. C'est un très bon mec. C'est un mec qui est très fort, qui est à l'américaine. C'est le Jerry Maguire, mais très, très bon. Il y a rien à dire. C'est qui, Jerry Maguire? Oh, c'était à l'époque, tu es trop jeune pour ça, mais c'était un agent qui était reconnu dans un film et qui était l'agent typiquement américain qui gérait les joueurs de football américain de manière assez ferme et avec beaucoup d'originalité. Avant d'enchaîner sur une autre anecdote, si tu devais coacher un jeune qui rêve de devenir agent, c'est quoi le secret aujourd'hui? Oh, c'est une bonne question. J'ai eu pas mal de contacts en fait avec des jeunes qui, euh, qui voulaient être agents. C'est très difficile parce que agents, il y en a beaucoup qui veulent faire ça. Il faut, il faut être dans le milieu ou dans un grand groupe pour pouvoir avoir la possibilité en fait de signer parce qu'on peut être agent mais on peut signer personne et puis on gagne pas d'argent donc je dirais que franchement c'est très difficile parce qu'après quand tu es dans un groupe eh bien, il faut s'autofinancer, ça veut dire que si tu coûtes 50 ou 60 000 hein, il va falloir récupérer autant de commissions pour arriver à avoir 60 000 dollars ou 60 000 euros de commission. Il faut quand même des joueurs qui sont bons. Donc, c'est un long process et le marché est microscopique. Donc, s'il y a agents ou 5 agents dans le monde qui gagnent de l'argent et qui sont profitables, c'est le maximum. Donc, quand je dis 5, il y en a peut-être 10, mais franchement, 10 dans le monde, ça fait pas lourd. Hein. Donc, un jeune qui veut être agent, il faut qu'il ait de la chance, faut qu'il parte avec quelqu'un, une connaissance, un joueur qui est déjà et qui lui fait confiance. Mais franchement, je préfère, si jamais il doit vivre avec, je préfère qu'il fasse autre chose. Quoi. Ouais, à moins d'être ultra passionné, d'avoir un feu qui brûle, un feu sacré pour ça, Oui, et d'être prêt à avoir des années de galère, un peu comme les oui, joueurs en futur, en challenger.
jusqu'à temps de percer et de devenir le meilleur. En fait, c'est ça, ça se résume à la passion, comme ces Oui, joueurs de tennis pro qui sont prêts à tout sacrifier pour y arriver, quoi. ben oui, oui, mais c'est exactement ça. Mais moi, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance d'avoir des joueurs qui déjà gagnaient de l'argent, qui me Ouais, permettaient d'avoir des jeunes et qui, pendant que les autres gagnaient de l'argent, et ben les jeunes, ils grandissaient jusqu'au moment où ils remplaçaient les vieux qui arrêtaient. Mais ce mécanisme, il est très lent. Donc, il y a encore des belles histoires, hein, mais il faut beaucoup de culot et il faut arriver avec à un joueur ou avec une société ou avec c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je pense que si jamais il faut vivre avec, il faut faire autre chose, très sincèrement. Il vaut mieux travailler dans les événements, que c'est plus sûr, c'est plus viable, que travailler sur les joueurs qui sont à la fois difficiles à gérer, qui sont sans arrêt. S'ils sont bons, ils sont dragués par les concurrents qui leur proposent toujours monts et merveilles. Donc il faut faire très attention. Il faut vraiment être très vigilant. pour revenir à tes histoires croustillantes, est-ce que tu en as du coup sur les exhibs que tu organisais aussi à Rueil-et-Malmaison ou à Marseille pour le Alors, Trophée non, à Alcatel? Rueil-Malmaison, là aussi, c'est pareil. On a fait dans le système. C'est la dernière exhibition qu'on a pu faire, en fait, avant Roland-Garros. Et c'était à Rueil-Malmaison, au Paris Country Club. Et on a eu la chance, en fait, d'avoir un partenaire hyper fidèle qui était Guino Maricor, Ouais, qui était spécialiste de mettre des badges sur les chemises des joueurs. Tu regarderas quand Marion Bartoli a gagné à Wimbledon, elle ouais, avait Guino d'un côté et Maricor, c'est une société de cosmétiques, ouais. dont le président est un fan de tennis et joueur lui-même. Et ça le faisait marrer, c'est toujours un peu son hobby. Et chaque année, il le fait toujours, il réussit à, à mettre son badge sur les meilleures épaules des joueurs. Et un jour, on est allé le voir, on lui dit, mais ça c'est bien, mais pourquoi on ne ferait pas une exhibition pendant 3 jours à Rueil-Malmaison et ce qui permettrait en fait d'avoir des retombées, sachant que les joueurs viendraient jouer un match exhibe comme on le faisait avant, mais en plus, ils étaient dans l'obligation de faire une conférence de presse avec des panneaux derrière, avec Guino Maricor, et qui passait en boucle en fait dans toutes les chaînes d'infos, qui permettait d'avoir de très bonnes retombées et d'utiliser Roland Garros pour pouvoir en fait promouvoir sa société. Ouais. Donc là, on a eu beaucoup de chance également parce que on avait donc ce partenaire qui nous permettait, avec le budget, de faire venir des joueurs mythiques, parce qu'on a eu Nadal, on a eu Federer, on a eu Murray, enfin, on a eu non, Djokovic n'a pas pu venir la dernière année, mais il était prévu, il a oublié. Et ce qui est énorme. Et en fait, on a eu un concours de circonstances qui était fabuleux. C'est que, on avait Nadal qui nous avait dit OK pour le jeudi de jouer un match. Et on disait aux joueurs, tu joues ton match et puis on fait venir en fait avec qui tu veux jouer, quoi. Je veux dire, ça faisait que Nadal avait dit, tiens, moi je veux jouer avec Juan Monaco qui est mon copain. Ouais. Donc il faisait plaisir à Juan Monaco qui, nous on lui donnait 10 000 euros. On donnait 100 000 euros à Nadal, ce qui était un chiffre, c'est comme des cacahuètes. Et on fait venir donc Nadal qui joue contre Juan Monaco et la société donc Guino Maricor permettait en fait à ces instituts cosmétiques de pouvoir inviter leurs clients et d'avoir entre 1500 et 2000 personnes en fait chaque jour. Et on a eu la chance d'avoir également une société qui s'appelle NetJets, Ouais. qui était pour les avions privés et qui a dit tiens, moi ça me ferait plaisir de pouvoir organiser un clinique avec Roger Federer pour mes meilleurs clients dans le monde entier. Donc Roger en fait s'est aperçu que il allait jouer un match, il faisait un clinique avec les gens de NetJets qui lui permettait dans l'année de voyager gratuitement en avion privé sur Wow. tous les continents du monde. Non, c'est incroyable. Donc monstrueux. Donc on s'est retrouvé à, à dire à notre partenaire principal, donc Guino Maricor. Guino Maricor, que dans la même journée, on allait avoir Nadal, Juan Monaco contre Federer, et je crois qu'il avait joué contre Arnaud Clément ou un truc comme ça. Et un jouait à 2 heures, l'autre jouait à 4 heures. Le matin, Federer faisait son clinique NetJet, il déjeunait, il jouait son match et il partait. Et tout ça pour 100 000 euros. Donc on a eu Federer et Nadal payés 200 000 euros pour dans la journée au Paris Country Club, chose qui était exceptionnelle. Normalement, c'est quoi? C'est 4-5 millions d'euros. Donc, on a utilisé en fait les arguments et les compétences de chacun au niveau des partenariats pour que derrière, ils puissent venir. Et toi, Donc, tu te commissionnais sur NetJet et Maricor? non, NetJet, on leur prenait un fee, on leur disait, écoutez, nous, les frais d'organisation, ça vaut 25 000 euros, tout ça. On vous laisse un cours, on gère tous vos clients.
on faisait le travail, et puis Federer arrivait lui de son côté, on créait le lien. Derrière, ça jouait. On avait un prof de tennis qui amenait les balles et tout. Et puis Roger, derrière, déjeunait, jouait son match, prenait 100 000 euros et voyageait toute l'année en avion privé. Elle n'est pas belle, la vie? Elle est sublime. Mais il y a un inconvénient. Il y a un inconvénient. Ah, ben oui, bien sûr. Parce que tu sais, quand tu amènes Federer à Nadal une année, dans la même journée, tu donnes tellement que qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Ouais. D'accord? Donc ça s'est arrêté là parce que à l'époque, Guillaume Maricord, à juste titre et de manière très intelligente, a dit bon, écoutez, moi, c'est vrai que c'était bien, c'est vrai que j'ai pas eu assez de retombées, mais c'est vrai que une fois d'avoir eu Roger et Nadal, c'est difficile de faire mieux, quoi. Et donc, une année, pareil. Bon, on a fait 3 ans, je crois. On a ouais. fait 3 ans. Ouais. Et Novak qui oublie, c'est quoi cette histoire? Novak a oublié, il a oublié qu'il avait un match à faire. Donc, j'avais appelé Eduardo et puis on l'a remplacé par, je crois que c'était à l'époque, c'était Julien Beneteau qui était au dernier moment et il nous a foutu dans la merde. Mais c'est pas très grave parce que très sincèrement, on n'avait pas vendu autant de billetterie. Tu sais, à l'époque, en fait, c'était il y a pas longtemps, l'exhibition ne valait plus rien. Ouais. Ça, c'est Pascal Porte, ça. Ah, salut Pascal, bon, on parlait de toi, tu tombes bien. Ouais. Alors attends, Pascal, c'est toi qui es rentré dans. Ou c'est Dominique Bedel qui est rentré dans McEnroe à Nîmes? C'est Bedel, c'est Bedel. C'est Bedel, ok. Les soirs où il est grand. Écoute bien. 1987, déjà je me souviens de l'année, c'est pas mal. Ah, c'est beau. 87, écoute bien, Dominique l'a soulevé dans la chapelle et il était à 30 cm du sol si tu ne joues pas le 5e set. Ah oui, voilà, parce qu'il ne voulait pas jouer le 5e set, parce que Lecomte avait gagné le 4e, il s'était mis d'accord que le premier qui gagne le premier qui est à 2-7-1. Ouais, le premier qui mène 2-7-1 gagne le match et l'autre il lui dit oui et il lui fait 3 aces, 2 passings gagnants, il gagne le 4e. Et tu fous McEnroe est parti dans la chapelle, voilà l'histoire. Et Bedel, il a mis McEnroe, il a pris comme ça. Oui, mais il y a 20 000 personnes dans les 20 000 personnes. 20 000 personnes, je me suis trompé, j'ai dit 7 000. Il y avait 20 000 personnes dans les arènes? Ah ouais. Oui. Il y a plus de monde que pour la corrida. Et écoute-moi, et c'est ce blaireau qui est venu me voir dans les tribunes pour dire à Forget de se calmer contre Noah. Oui, non. Il est en train de battre. Oui, il est en train de battre Noah. Ça, je me souviens plus. Oh putain. Ça va. Il a une mémoire sélective. Ça va. Il y a plus de 30 ans. Est-ce que tu es allé à Kooyong Oui. L'exhibition dans la banlieue de Melbourne depuis 88? Oui. Ah, depuis 88, non, j'y suis pas allé. J'y suis allé quand c'était. Je crois que ça a été créé en 88. Ah non, Kooyong, c'est un club qui accueillait en fait les internationaux d'Australie. Ouais. C'était dans les années 70. C'est le premier club qui accueillait les internationaux d'Australie. Et après, c'est passé. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle le club. Mais ma question, moi, j'ai joué. Mais j'ai joué sur herbe. Ok. Ah oui, à l'époque, ouais. Mais ma question, c'était vraiment quand on parlait des exhibitions. Kooyong, vraiment le tournoi exhibition de Kooyong a été créé en 88 a priori. Ouais. Et je crois qu'il était connu pour être une des exhibitions les plus rémunératrices, quoi, tu vois. Toi, non, c'était pas rémunérateur. Non, mais okay. C'était un peu le même format qu'on faisait à Roland-Garros où je t'ai expliqué un peu les. Ok. Ouais, et puis comme avant Wimbledon, pour jouer sur herbe, il y avait 2-3 exhibitions, dont une à Hurlingham qui était super. Voilà. Mais c'était pas rémunérateur, hein. Les joueurs, ils venaient pour rien du tout. Ah ok. Je vois que dans le palmarès, il y a Chang qui a gagné 3 fois, Agassi 3 fois, Roddick 3 fois. Ou à quel endroit? À Kooyong. Mais à Kooyong, ouais. Sur l'exhibition. Ouais. Et à Abu Dhabi, je crois qu'il y avait un gros truc exhibition aussi, non? Oui, les dernières années à Abu Dhabi. Ouais, il y a eu 2-3 années qui étaient organisées par IMG. Ouais. Là, c'était rémunérateur. Ouais. Alors, Tsonga et mon fils, donc tu m'as parlé de tes plus gros échecs avec Noah, Donaldel, Mauresmo, mais tu as aussi noté Tsonga et mon fils. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux? Oui, sur Joe, on a signé Joe, il était junior, il était très prometteur. C'était un petit peu les deux joueurs avec Richard Gasquet qui est très, très talentueux. Je suis allé effectivement au Mans où j'ai rencontré la famille, j'ai rencontré son frère, ça s'est très bien passé. Ouais. Et puis pendant, on a signé un contrat de 3 ans et puis malheureusement, pendant 2 ans, il a été blessé, il ne pouvait pas jouer. C'était terrible pour lui, il a eu une grosse période de doute et au
malheureusement, en fait, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que nous, on s'est occupé de Gasquet plus que de son gars, et puis il nous l'a reproché plus tard. J'avais à un moment donné engagé Morgan Menahem qui venait m'aider, qui s'est occupé de lui, qui s'est tellement bien occupé de lui qu'il est parti avec lui. Et malheureusement, on n'a pas pu aller plus loin avec Joe, mais c'est vrai que Joe méritait aussi une structure un peu particulière. C'était un petit peu, il était un petit peu, pas en dehors du système, loin de là, mais il était un petit peu individualiste et je pense qu'il a bien fait. Il a fait une carrière formidable et bravo à lui. Dans le cadre de Gaël, je me souviendrai toute ma vie. Juste sur Joe, tu l'as eu mauvaise qui Non, se je l'ai pas barre eu avec mauvaise. Morgan? Non, j'ai jamais eu mauvaise quand quelqu'un part parce que ça fait partie de la vie. Il faut accepter les échecs et puis il faut accepter à un moment donné que, un joueur puisse vouloir aller ailleurs et je trouve que c'était pas logique parce qu'on avait signé un très très bon contrat avec Adidas. On s'était bien battu. Et c'était Adidas a fait en fait toute sa carrière. Il a fait toute sa carrière avec Adidas. Et malheureusement, on n'a pas été récompensé de ce contrat. Je pense qu'il a privilégié peut-être le côté humain plutôt que le côté matériel. Et puis, c'est vrai que peut-être on n'a pas fait assez de choses pour lui quand il était blessé. C'est toujours très difficile de rentrer dans la tête d'un joueur. Mais moi, je regrette pas du tout. Il a fait une belle carrière, bravo. Il est parti avec Morgan, qui a fait de l'excellent travail. Maintenant, il a sa structure et il continue à faire du business dans le tennis. Donc, bravo. Et Morgan a écouté l'épisode et m'a écrit sur LinkedIn. Je lui ai proposé de faire un épisode. Du coup, tu penses que ça peut être cool, ça Ah peut être oui, ça peut être intéressant? très intéressant. Morgan a des très très bonnes anecdotes et fait partie des. Ouais, non, c'est Top. top. Du coup, ouais, Gaël, mon fils. Gaël, c'est très simple aussi. Ça fait un peu pareil. Bon, c'était à l'époque où moi j'arrivais aussi un petit peu en bout de course au niveau de la représentation. Et puis, je me souviendrai quand même toujours parce qu'à un moment donné, Louis Borfiga, qui était à l'INSEP, me dit, écoute, là, j'ai un mec, il faut que tu viennes le voir parce que c'est assez étonnant. Moi, je pense qu'il va être très fort, Luigi me dit. Bon, quand Luigi me parle, je suis au garde à vous, je vais à l'INSEP et puis je vais sur le cours. Il faisait des échanges à quatre sur un cours. Et puis là, je m'aperçois d'un truc qui m'a étonné, mais à un niveau où je me dis, mais il frappait la balle, ça faisait un bruit, un truc, mais compact. J'avais l'impression que c'était une baramine et qu'il frappait une force étonnamment pour un gosse de cet âge-là. Et je me suis dit, alors celui-là, franchement, il est assez étonnant. Et on a essayé de le recruter, et puis il a été dans les mains d'un avocat qui est Didier Poulmer, qui voulait s'en occuper sans s'en occuper, tout en s'en occupant, tout en gagnant de l'argent et tout en essayant de contrôler. Qui voulait être au milieu de tout. À un moment donné, moi, j'ai dit à Gaël, écoute, nous, ça sert à rien que tu payes deux fois. Toi, tu vas payer un avocat. Nous, on a des avocats où tu nous fais confiance, où tu restes avec Poulmer et puis tu fais ta carrière. Mais nous, on est représentés dans 80 pays. Enfin, bon, je déconne un peu, mais dans plein de pays, tu as certainement une valeur qui va pouvoir te permettre de faire du très bon business dans le tennis. Viens chez nous et tu le regretteras pas. Donc il vient chez nous. Ça se passe très bien. À l'époque, j'engage Nicolas Lamprin qui s'occupe de lui. Et puis, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est que bon, après Lagardère a mis son nez dedans, il est venu chez Lagardère. Nicolas Lamprin, à un moment donné, est venu me voir en me disant, écoute, Régis, il y a Arnaud Lagardère qui multiplie mon salaire en deux, qui veut Gaël. Qu'est-ce que tu feras à ma place? Je lui fais, écoute, Nicolas, vas-y, si tu penses que c'est bien chez Lagardère, tu vas t'occuper de Gasquet, mon fils, je peux rien te. Je veux dire, peut-être que je serais à ta place, je ferais exactement pareil. Donc il est parti. Ça s'est pas bien passé avec Richard. Par contre, ça s'est très bien passé avec Gaël. Il continue à gérer Gaël et puis il fait sa carrière avec Gaël qui pour moi est un joueur qui est unique. Moi, s'il y a aujourd'hui un match que je regarde, c'est un match de Gaël. Autrement, je regarde plus le tennis, mais Gaël fait partie avec Kyrgios des mecs avec lesquels j'apprécie de passer un peu de temps devant la télé, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. C'est un mec fabuleux qui est un original, mais il faut des mecs comme ça et c'est dommage qu'il gagne pas un peu plus parce qu'il mériterait d'être une vraie star internationale avec son physique, avec son jeu, avec sa dégaine. Il fait passer des messages qui sont vraiment étonnants et moi j'adore. C'est un des joueurs français qui a eu le plus d'équipementiers. J'ai l'impression qu'il est passé par, je me souviens, K-Suisse, qui est pour un Français une marque assez improbable.
Oui. Il a été chez Nike, il est chez ASICS. Euh, Ouais. c'est un gars Nous, qui on l'avait mis chez Nike. Nous, on l'avait mis chez Nike parce que c'était un joueur qui devait aller chez Nike. Ouais. C'était pas un joueur qui pouvait aller chez Lacoste. Il avait ce fun Ouais. qui enthousiasmait les spectateurs et Nike l'a bien compris. J'ai été surpris que Nike le lâche. Ouais. Ça m'a vraiment surpris parce que je me suis dit c'était pas des montants qui étaient énormes et je pense qu'ils auraient dû le garder parce que bon, ils pouvaient communiquer, ils pouvaient faire énormément de choses avec lui. C'est dommage qu'il ait laissé partir. Et Cassius, c'est américain aussi. Ça veut dire que Oui, le marché c'était américain oui. croyait en son image, quoi. Oui, mais c'était une société qui faisait one shot un peu à droite, à gauche, mais qui n'aurait jamais eu vraiment de stratégie. C'était un coup dans l'eau, c'était malvenu, c'était pas bon, quoi. Je veux dire, au niveau de la carrière d'un joueur, on peut pas le mettre chez K-Suisse, quoi. Je veux dire, il vaut mieux qu'il puisse avoir des très bons bonus chez Nike et puis qu'il gagne des matchs, plutôt que d'aller dans une société qui, malheureusement, ne pouvait pas le suivre, ne pouvait pas communiquer sur lui. Et ASICS, t'en penses quoi? Bon, ASICS, c'est très bien, il a signé un très bon contrat, donc bravo. Certainement, s'il a signé chez ASICS, c'est là où il y avait ses meilleurs montants financiers, donc c'est très bien. C'est une très belle marque, ASICS. Mais pour moi, Gale, c'est Nike. Okay. C'est comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est pas... Joe, c'est Adidas. Ouais. C'est fabuleux parce qu'il représente l'image d'Adidas, mais Gale, c'est Nike à 100%. Et Joe, c'est Adidas à vie ou il y a quand même une durée limitée? Je connais pas le contrat qu'il a signé, mais vu qu'il a commencé, normalement, on finit avec sa société, à moins des cas un peu particuliers comme on a vu voilà, récemment, mais normalement, tu peux pas faire toute une carrière chez Adidas et puis rebondir ailleurs. Ça a aucun sens. C'est un manque de fidélité, un manque c'est pas possible, quoi, je veux dire. Il doit avoir des relations avec Adidas qui doivent lui permettre d'aller jusqu'au bout. Et tes potes, Barami, Forger, qui ont des contrats d'ambassadeurs chez Lacoste quasiment à vie, quoi. Ou Kuerten aussi, je crois, qui est Adidas, Lacoste for the rest of his life. C'est quoi les termes? Est-ce que tu connais un peu les... Je sais pas. Non, mais en fait, ce qui est bien chez Lacoste, c'est la fidélité. Okay, donc, et même si la société a été vendue à un moment donné, ils ont gardé cette fidélité, ils ont gardé cet esprit familial. Ouais. Donc, Guy a toujours été chez Lacoste, comme je le disais, et Guy représente l'image Lacoste. Bien sûr, lui, dès qu'il peut mettre le crocodile, il le met, il est professionnel. On n'a pas de risque avec Guy. On a besoin de lui pour un déjeuner ou faire une heure de tennis avec un grand patron. Il est là, il est bon, mais il n'est pas bon, il est très bon. Okay, donc, ça me paraît normal qu'il puisse rendre. En fait, c'est pas des contrats d'image, c'est des contrats de temps. Okay, donc, et c'est une relation qu'il a avec les présidents, en fait. Donc, le président de Lacoste va s'en servir, va pouvoir lui demander un conseil. Qu'est-ce que tu penses de X, de Y? Et puis, ça va le servir dans les réseaux. Ça va lui servir à un moment donné pour savoir des choses qui sont plus faciles pour lui et surtout d'avoir une opinion. Donc ça, c'est très bien. Il faut surtout pas changer ça parce que je crois que ça fait partie de l'ADN de Lacoste. Concernant Mansour Barami, c'est pareil. Mansour, il fait 50 exhibitions par an. Il est marrant, il est sympa, c'est un clin d'œil. C'est quelqu'un qui va pas vous demander beaucoup d'argent, mais également qui va vous pouvoir dire oui, je peux venir jouer avec un tel. Oui, je peux participer à une émission où il sera en Lacoste. Et puis c'est quelqu'un qui est aimé dans le monde entier. Donc, il véhicule bien la marque Lacoste. Il va aller en Australie, il va faire un malheur, il sera en Lacoste. Il va aller en Amérique du Sud, ça sera pareil. Tout le monde le connaît, Mansour. Donc, ça fait partie des grosses réussites, en fait, à leur niveau du tennis dans le monde. C'est effectivement à un moment donné qu'ils ont réussi à attraper une niche dans leur carrière qui était les exhibitions, le fun. Et ils y ont allé jusqu'au bout et ils ont fait une carrière formidable. C'est bon, ça. Tu nous as noté aussi le Player Lounge, c'est-à-dire la chose peut-être la plus difficile pour un agent sur les grands chelems, d'intégrer ce sacro-saint Player Lounge. Qu'est-ce que tu voulais nous raconter? Oui, non, en fait, je voulais dire la chose suivante, c'est que dans les grands chelems, vous avez tous les joueurs qui sont sous contrat chez vous, que ce soit hommes, que ce soit femmes. Vous avez toutes les familles, vous avez tous les coachs. Donc, c'est une espèce de caravane, en fait, qui se déplace dans un grand chelem. Et là, vous devez y être parce que vous devez répondre et ça fait un bon moyen aujourd'hui pour rencontrer les gens avec lesquels vous êtes sous contrat. Mais quand on rentre dans le Players Lounge et que vous voyez 10 tables de clients, il y en a une à droite, une à gauche avec son coach et tout ça, l'horreur, c'est savoir où aller, quoi. Je veux dire, parce que c'est toujours, on te reproche toujours, ah, je t'ai vu dans le Player Lounge, t'es pas venu ou t'es venu, mais t'es resté plus longtemps avec un tel qu'avec un tel, quoi. Je veux dire, c'est un casse-tête terrible
pour un agent parce qu'il doit gérer, il doit jongler sur les rendez-vous, il doit expliquer, il doit passer du temps, il doit se montrer, il doit faire attention, il doit avoir la bonne parole, il doit être au courant de tout ce qui se passe, il doit être au courant des balles de break, de tout ça, de dire pas de chance, de dire bravo, de dire tous ces éléments qui sont hyper importants parce que vos clients, ils pensent que, et à juste titre, qu'on est leur priorité numéro un et il faut aller voir les matchs. Il faut porter de l'attention en fait à des joueurs et de porter autant d'attention à 10 ou 15 clients dans un player lounge, c'est étouffant, c'est stressant et il faut savoir bien le faire. Et il faut avoir la tête disponible pour dire les bonnes choses et pas croiser les skis parce que si à un moment donné on lui dit bravo alors qu'il a perdu ou un truc comme ça, là tu es comme un con quoi. Je veux dire, tu dis. On a l'impression que la place d'un agent, c'est pas dans le player lounge finalement que. C'est le côté relationnel est très important. Donc, vous avez les contrats et puis tu as les contrats et puis derrière, il va falloir faire vivre tout ça, quoi. Je veux dire qu'un contrat, il est signé pour 2, 3 ans et puis derrière, il va falloir le reconduire. Donc, il y a aussi les équipementiers qui sont là. Donc, quelqu'un qui a gagné, je te donne l'exemple d'un X ou Y qui gagne et qui est au 3e tour, tu arrives dans le player lounge, tu vois le mec d'Adidas, alors que le mec, il est chez Nike, je t'avais dit, quoi, et de le prendre. T'es vraiment, la prochaine fois, il faut que tu me fasses confiance. Regarde, tu vas dire quoi, tes patrons? Tu l'as loupé et rappelle-toi, je t'ai envoyé un mail. C'est sous la forme en fait de l'humour, mais ça permet à un moment donné de pouvoir lancer des alertes. Ou alors celui-là et dire, écoute, t'as vu, il a passé 3 tours, il est en fin de contrat cette année. Le loupe pas celui-là. Si tu le loupes, t'es une buse, quoi. Tu vois ce que je voulais dire, c'est que généralement, l'accès est interdit aux journalistes pour vraiment laisser les joueurs se reposer, être entre eux, parler sport, ce qu'ils veulent. Et on n'a pas l'impression que ça soit vraiment un lieu pour faire du business. Mais finalement, si. Ben nous, on fait à la fois du business et du relationnel. Okay. Les deux sont liés. Ouais. D'accord si on fait, et il faut avoir en fait le déclic de savoir qui tu rencontres à l'heure qu'il est pour savoir qu'est-ce que tu vas lui dire et comment tu vas profiter en fait du temps que tu vas passer avec lui pour lui faire passer des messages. Okay. C'est assez sensible. Mais ce que je te dis avec les équipementiers, c'est aussi pareil avec les parents. Et les parents, ils t'ont vu 2 fois ou 3 fois pour signer leur gosse. Il faut passer du temps. Il faut leur raconter une histoire, quoi. Je veux dire, mais quand on a un, ça va. Hein, ça ne te prend pas la tête, si tu veux. Quand tu en as 10 ou 15, comme c'était le cas, il y a des fois, moi, je rentrais dans le Players Lounge de l'US Open, où c'est une espèce de hall de gare où tu as 80 tables. Il faut être préparé, il faut être bon. Parce que si tu te loupes, tu vas pas voir les parents que tu as vus il y a 3 semaines ou un mois et que tu les as pas reconnus. Tu vois, c'est-à-dire que ça mouline énormément pour arriver à la fin de la journée. Tu es liquéfié, quoi. Je veux dire, tu es vraiment fatigué parce que tu as passé énormément d'énergie à bien parler et à faire ton boulot, mais il faut bien le faire, quoi. Je veux dire, autrement, tu te loupes. Tu te souviens d'une bourde énorme ou au contraire d'une réussite particulière? Non, je me souviens pas. Je pense que j'aimais tellement mon métier que je me forçais pas. À la fin, c'était pas facile. Ouais. Mais ça faisait partie du métier. Je pouvais pas passer. J'avais une autonomie de 2, 3 jours dans le Players Lounge, mais je pouvais pas passer les 15 jours. C'était impossible. Ouais. Il fallait que je parte, quoi. Je veux dire, une fois que le message est passé, il faut passer vite à autre chose. Ouais. Mais ça, il faut le multiplier par 10, 15. Plus les équipementiers, plus les gens d'IMG qui te disent pourquoi tu n'as pas signé un tel, ou qui te disent tiens, j'ai vu ton client qui parlait avec Octagon ou avec ProServe, et puis derrière, tu vois, tu es sans arrêt dans la machine à laver pour essayer qu'à un moment donné, tu reprennes l'avion et tu dis ok, j'ai fait du bon boulot, on a gagné 3 mois. Tu vois, c'est un peu le métier. Mais moi, j'ai adoré ce métier, donc je me forçais pas du tout. Mais il faut être vigilant, quoi. Je veux dire, il faut rentrer en fait dans le player lounge avec un couteau entre les dents en disant bon, maintenant c'est la guerre, hein, on va être bon. Hein. Et quand tu allais sur un grand chelem, tu dis que tu faisais pas forcément les 15 jours, tu passais combien de temps je passais la première semaine parce que j'avais malheureusement, à quelques exceptions près, mes clients n'étaient pas en deuxième. Parce que c'était dur. Il y a eu pas mal de joueurs qui ont été en deuxième, et là, je restais jusqu'à la fin. Hein. C'est les Guy qui faisaient des quarts, ou Cédric qui faisait des finales, ou je me rappelle plus à l'époque, mais cas exceptionnel, je me déplaçais, ou je revenais. Ouais. C'est Cédric qui gagne Monte-Carlo. J'ai passé les 3 jours.
Et puis, je suis revenu pour la finale. Sur les gros événements, ça me fait tellement plaisir de voir son joueur disputer une finale dans un grand tournoi que c'est génial de pouvoir revenir et puis participer en fait à cette consécration. Cédric qui gagne Monte-Carlo, c'était vraiment sympa, c'était top, quoi, je veux dire. Tu avais deux, trois habitudes à New York en dehors du tennis? Oui, oui, on avait nos réseaux, enfin, on avait notre truc, c'était le Parker Méridien, où là aussi, c'est pareil. À la fin, on commence au Parker parce qu'il y a tous les joueurs. Et puis après, on va pas au Parker parce qu'il y a tellement de joueurs que ce que je te dis dans le Player Lounge, ça commence dans le lobby de l'hôtel. Donc, Ouais. et là, c'est l'enfer. Donc, Parker, et puis les restaurants, bon, à côté, où on faisait vraiment le point avec différents clients. Et puis, il y avait les boutiques Nike, on était à côté de Times Square, à côté de Central Park. Donc, on faisait nos footings. Non, mais franchement, c'était la vie rêvée, quoi. Je veux dire, moi, j'ai dû faire 25 ans du US Open, fin du mois d'août. On partait, c'était génial, quoi. Je veux dire, à cette époque, New York est profité à fond de cette ville qui est mythique. J'amenais souvent mes enfants, comme ça, ils restaient à l'hôtel, et puis moi, j'allais travailler, je les récupérais, ils allaient faire des tours dans New York, et puis après, on repartait le samedi, on restait une semaine, c'était top. Juste pour pour revenir sur ce que tu disais sur le poids et le bruit de la balle de mon fils, du fait de ton passif de joueur et de ton expérience quand même, tu as senti que parfois ça t'avait aidé à déceler des pépites, même si, en se basant sur ce que Pascal Porte disait hier, tu as aussi dégoté de trois merguez. Et effectivement, j'ai dégoté, j'ai beaucoup travaillé pour des joueurs que j'espérais, effectivement, mais comme tu le sais, le nombre, et j'avais beaucoup de pression chez IMG pour arriver à les signer. Ouais. Dans l'instant T, il y en a deux, moi, qui m'ont scotché. Il y en a deux qui m'ont scotché. C'était Federer, bien entendu, quand je l'ai vu faire son revers mythique quand il avait 13 ans. Et puis mon fils, quand je l'ai vu frapper son coup droit. J'ai vu une force dans cette balle qui était, qui était super, quoi, qui était top. Et là, je me disais, bon, là, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, le joueur, il est obligé de passer, quoi. Il est obligé de passer, c'est pas possible. Une qualité de balle lourde, méchante. Est-ce que tu peux nous parler du nouveau président de la Fédé, Gilles Moreton, qui est a priori un très bon pote à toi, ainsi que de ses prédécesseurs, peut-être, ton expérience? Ouais, bah écoute, je vais déjà commencer par Gilles, parce que ça a été vraiment une bonne nouvelle d'avoir l'implication de Gilles au niveau de la fédération et au niveau du tennis et le succès qu'il a eu en étant président. Je crois que c'est la meilleure chose qui puisse arriver au tennis, ce renouvellement en fait d'enthousiasme et d'optimisme qui va pouvoir en fait relancer le tennis qui était vraiment dans un état qui méritait pas de devenir comme ça, quoi. Voilà. Gilles a tout réussi. Il a été un super chef d'entreprise. Il a eu un succès phénoménal. Il est capable de parler de tennis. Il est capable de parler de droits de télévision, de sponsoring, de tout. Il a fait un casting absolument époustouflant en nommant Amélie Castera en tant que directeur général et puis Nicolas Escudé en tant que DTN. Donc, il faut lui faire confiance et je suis sûr qu'il fera un super boulot. Est-ce que tu peux juste nous repréciser ses activités, les activités pro qu'il a eues avant d'en arriver là, et pourquoi, selon toi, il va être si bon à ce poste-là? D'abord, il a été joueur de Coupe Davis, il a fait une longue carrière dans le tennis, il aime le tennis vraiment. Il est né dedans, au Tennis Club de Lyon, avec ses parents, sa sœur, qui a été joueur de tennis. Donc, il vient du milieu. Et puis, il a créé un Open de tennis à Lyon qui marchait très, très bien, qui a eu, je pense, à peu près entre 15 et 20 ans de longévité, avec un énorme succès populaire et avec un village qui était synonyme de lieu de vie, qui était absolument fantastique, où il était très important de pouvoir s'y rendre pour rencontrer en fait le business à la fois industriel, économique de la région et de la France entière. Et puis, il a réussi, en fait, à un moment donné, sur un bon timing, à vendre sa société à Canal Plus Evans. Donc, il a fait certainement une super plus-value. Et puis, derrière, il s'est fait plaisir en rachetant le club de Lasvel, qui était son second sport. Le basket était vraiment très présent chez lui. Et il a réussi également, parce que c'est difficile de faire de l'argent dans ce sport, et il a réussi à le vendre dans les meilleures conditions à Tony Parker et et assurer en fait Lasvel dans la longévité en fait de ce club qui méritait effectivement, qui a une grande histoire et qui méritait d'être promu à ce haut niveau. Donc
Donc tout ça, après, il a réussi également à s'épanouir dans sa vie et puis avoir cette passion qui lui restait au coin de la tête. Et il est parti de zéro en allant dans la ligue, visiter les différents clubs pour porter la bonne parole et expliquer sa stratégie avec le succès qu'on connaît. Surtout contre des élus qui étaient là depuis très longtemps. Donc franchement, il a fait un exploit. Et on a reçu Ronny Leiteb, le directeur du tournoi de Marbella, qui nous disait que donc Ronny Leiteb, c'est un Autrichien pour les auditeurs qui n'ont pas forcément découvert cette hors-série, qui a été président de la Fédé autrichienne, et il nous disait qu'en tant qu'ancien joueur, ça avait été très très dur pour lui de gérer la dimension politique et tous ces travers, entre guillemets. Est-ce que tu penses que Gilles Moreton a ce côté politicien qui lui permettra d'avoir vraiment la meilleure carrière possible au sein de la tête de la Fédé, quoi? Moi, je pense sans aucun doute, il a le pouvoir, Gilles, et il a ses convictions. C'est vraiment un meneur, c'est un leader. Donc, à partir de ce moment-là, il connaît le tennis, il connaît tous les aspects du business, donc il faut lui faire confiance. Je pense qu'il a tout pour réussir. Après, Gilles est quelqu'un qui fait des choix. Il a fait des choix, il n'a pas une communication toujours, je dirais, souple, mais il faut accepter le fait que quand on est président, on fait des choix et puis c'est comme ça que ça se passe. Mais je crois qu'il a cet esprit, d'ancien joueur et je pense qu'il n'oublie pas le passé, il n'oublie pas ses potes. Donc c'est quelqu'un qui va réussir. Moi, j'en suis persuadé à 100%. Ok. Juste petite question subsidiaire. Tu nous parlais d'Émilie Castera, qu'il a nommé. Voilà, tu disais qu'il avait nommé les bonnes personnes peut-être au bon poste. Et, et le paddle a une place de plus en plus importante aussi. Tu vois, il a nommé Deep comme responsable de la section paddle. Est-ce que tu penses que économiquement, c'est une voie hyper importante à creuser le paddle? Enfin, je sais pas, juste de quel œil tu vois le développement de ce sport? C'est difficile pour moi de parler du paddle parce que je le connais pas bien. J'ai essayé, mais je suis pas véritablement convaincu. Malgré tout, le succès est là, donc Ouais. il faut y faire face. Je pense que c'est un très bon complément et c'est très convivial parce qu'on joue à quatre. Ouais. Je pense que ça va relancer l'animation des clubs, sans aucun doute. Ok. Je pense que c'est un côté positif et Deep a un énorme challenge devant lui. Et je suis sûr que comme il adore ça, je suis sûr qu'il sera très bon parce que Deep est très bon. Donc je suis sûr. Il y a juste une chose que moi j'aimerais que la fédération puisse, j'irais développer, c'est le half court. Pour les jeunes, c'est fantastique. Ok. C'est un cours, un petit cours et dans des conditions d'un grand cours. Et je pense que pour les jeunes entre 7 et 10 ans, 12 ans, on s'y amuse véritablement. Et je pense que ça, c'est vraiment une direction qu'ils doivent prendre parce qu'il faut relancer les jeunes. Il faut que les jeunes puissent s'habituer en fait à jouer sur un cours et puissent derrière après passer sur un grand cours parce que quand on a 7-8 ans, c'est difficile d'aller sur un grand cours Ouais. et je pense qu'ils doivent s'amuser avant pour bien comprendre les aspects du tennis pour après passer à l'étape supérieure. Yes. Et le fait que Scud et Polo Mathieu soient à des postes hyper importants, on a l'impression que, tu sais, que c'est un peu les potes qui sont placés à des postes clés. Est-ce que tu penses que stratégiquement, c'est très bon, c'est des gars vraiment qui sont faits pour être à ces postes-là, ou que c'est dangereux et que ça peut être un siège éjectable? Non, c'est pas dangereux du tout, sans aucun doute. Ils connaissent tous les aspects de la fédération parce qu'ils ont été à la fédération depuis l'âge de 10 ans Ouais. jusqu'à la fin de leur carrière. Donc, ils connaissent tous les aspects de la réussite, de la formation, du haut niveau. Et je pense qu'ils vont pouvoir faire un job fantastique pour les jeunes parce qu'on attend des champions en France, on est demandeurs, mais il faut bien les orienter, il faut bien qu'ils soient accompagnés pour que derrière, ils puissent, je dirais, s'épanouir et remplacer ceux qui sont actuellement sur le circuit. Et je pense qu'un Scud, il a tellement fait dans le tennis qu'aucun doute pour lui de réussir, comme Paul Henry. Paul Henry, il sait très bien exactement à quoi pense un jeune quand il sera sur le court, quand il va s'entraîner, il va vouloir avoir les meilleures structures, et ils vont d'abord les écouter pour après intervenir. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, on poussait le joueur à être à la fédération et il n'avait pas le choix d'aller dans le privé. Autrement, ça lui coûtait de l'argent. Aujourd'hui, il faut écouter les jeunes pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Mec. Est-ce que tu veux nous toucher un mot sur les anciens présidents de la Fédération française de tennis?
Oh, écoute, rapide, parce qu'il n'y a pas grand-chose effectivement à énumérer, sauf ils ont été, je dirais, comment te dire, ils n'ont pas été bons. Enfin, moi, personnellement, ils ont tué l'Open Gaz de France, je dirais, était un tournoi important au mois de février et qui était et qui était comment dire, putain, je trouve pas mon mot, Max, aide-moi. Pourquoi tu es Hein? Pourquoi tu es Tuer, c'est simple, parce que pendant 20 ans, GDF Suez a aidé à promouvoir le tennis féminin. Ils ont aidé à la fois à mettre en place un tournoi en début d'année, qui était l'Open, que tout le monde connaît, qui était à Coubertin, et puis également à organiser dans les différentes ligues un Open qui rendait le tennis féminin, je dirais, attractif et qui assurait la promotion. D'accord. Et à un moment donné, ils ont cru que c'était un sponsor, alors que c'était pas un sponsor, c'était un partenaire. Ouais. Et ce partenaire, aujourd'hui, ils l'ont tué. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas été capables de nous aider quand on avait des difficultés avec Gaz de France. Ils nous ont pris le partenariat et ils l'ont amené à Roland-Garros. Et ils n'ont pas été là quand il fallait. Donc, l'ancien président a pas été bon, il le sait, mais il a fait disparaître un tournoi qui était important, qui était l'équivalent d'un Bercy en hommes, et c'est vraiment dommage parce que quelles sont les occasions pour une joueuse française de pouvoir se faire connaître, à part Roland-Garros, qui quand même représente les meilleures joueuses du monde, c'était l'Open GDF Suez. Et là, maintenant, ces pauvres filles, elles sont obligées d'aller au Qatar ou aller en Chine pour pouvoir disputer leur tournoi, alors qu'en février, il y avait un tournoi qui était aux portes de Paris et qui marchait très, très bien. Donc, je leur en veux beaucoup parce que c'est vraiment dommage. Ils n'ont pas joué leur rôle. Voilà, que ça soit Jean Gachassin ou Bernard Gulicelli, c'est vraiment dommage. Voilà, je préfère arrêter là parce que c'est vraiment pas bien ce qu'ils ont fait. Et Christian Bim? Christian Bim, il était un président qui était pour moi issu du tennis, donc il avait ses bons et ses mauvais côtés comme peut avoir un président, mais il avait cette légitimité qui était de connaître en fait le tennis sur le bout des doigts, et il a fait pour moi du bon boulot, même si à un moment donné il y a eu des choses, mais bon, on s'en fout, globalement c'était un bon président. Ok. Et Henri Wallet, de 1920 à 1925? J'ai eu la chance de ne pas le connaître. Autrement, je ne serais pas sur cette terre à te parler. Non, mais je regarde rapidement j'ai voulu te piéger, mais je regarde rapidement la liste et je me rends compte que je ne connaissais pas du tout. Tu as connu Philippe Chatrier, du coup? Oui, j'ai connu Philippe Chatrier, mais c'était quelqu'un qu'on n'approchait pas. Lui, c'était vraiment un vrai président. Ça veut dire qu'il était dans son bureau. Quand il bougeait, tout le monde était au garde à vous. C'était un ours polaire. Ouais. Qui certainement prenait des bonnes décisions, mais qui était difficilement approchable pour un petit jeune que j'étais à l'époque. D'accord. Donc Marcel Bernard, on n'en parle pas. Ouais. Pierre Gilou, Raymond Rodel, René Lacoste a été président. Ouais. Pierre Gilou, deux mandats. Enfin bon, bref. Ok pour le volet Fédé. Merci Reg. On va parler de la section foot, mais juste avant ça, la section foot que tu as créée chez IMG, juste avant ça, tu avais une petite anecdote que tu voulais nous insérer sur un jeune prometteur à l'époque, Jean-François Bachelot, qui est aujourd'hui directeur sportif de la All-in Tennis Academy. Oui. Jean-François, je l'ai connu. Je vais te raconter ça. C'était assez étonnant. Je l'ai connu à l'Orange Bowl. Je ne le connaissais pas. Ouais. Il arrivait de nulle part. Et j'étais là, moi, pour regarder un petit peu les futurs clients que je voulais prendre. Et puis, je me suis aperçu que ce mec, il bougeait, il frappait, il courait plus vite que tous les autres. Et surtout, il avait un coup droit qui déménageait, mais grave. Bon service, bon coup droit. Je le vois une fois, je le vois deux fois. Sunshine, je le vois à l'Orange Bowl, il passe un tour, deux tours, trois tours, et puis je m'aperçois que ce mec, sur le court, c'était une bombe, quoi. Et pas besoin d'entretien pour nettoyer les lignes, quoi. Il frappait tellement fort qu'il touchait toutes les lignes. C'était clair, c'était incroyable. Et donc, je vais le voir et je lui fais dis-moi, Jean-François, ce serait bien qu'on se voit. Parce que, bon, je pense qu'il peut y avoir des choses à faire ensemble et tout ça. Et j'ai dit, est-ce que je peux rencontrer tes parents? Il me dit, écoute, ouais. J'ai dit, mais mes parents sont à Djibouti. Alors là, un grand moment de solitude pour moi.
putain, si tu me vois arriver à Djibouti, faire un aller-retour à Djibouti pour voir, le gosse, il avait 15 ans, quoi, tu vois. Ouais. Donc, je me dis, ah bon, oui, c'est pas mal, ça, Djibouti. Et ils viennent en France. Je dis, écoute, non, tu sais, mon père a fait une carrière là-bas, il vient rarement en France. Je dis, mais qui c'est qui s'occupe de toi? Donc, il me dit, écoute, c'est mon oncle, il est à Rennes. Mais bon, il vient de temps en temps à Paris, donc si jamais tu veux, je peux te le faire rencontrer parce que voilà. Et donc je rencontre son oncle. Ouais. Tout se passe bien et je me mets à représenter Jean-François. Donc, Et là, tu t'évites le déplacement en Somalie quand même, ça va. ouais. Alors j'évite ça, mais surtout je me dis à moi-même, je me dis mais putain, le mec c'est un tueur quoi. Je veux dire, il a un esprit, il est jeune, il est frais, il frappe. Ouais. Putain, je me dis, celui-là, je vais le vendre grave, quoi. Et puis, Yes. je me mets à le vendre, je me mets à appeler mon camarade Tino Marquez en Italie, qui avait les contacts avec Fila, qui avait loupé Scudé. Et je lui dis, écoute, Tino, franchement, celui-là, j'en mets ma main à couper, j'ai un avion, je te le laisse, quoi. Je te fais une faveur, il signe chez Fila. Mais par contre, tu allumes un peu sur les montants parce que moi, je ne veux pas le vendre au rabais. C'est un type qui est tellement prometteur, tu verras. Ouais. Voilà. Et je me souviens, je revois son oncle, j'arrive avec ma proposition, je négocie un peu avec Chino, et puis j'arrive à peu près à l'époque, c'était en francs, mais j'arrive à peu près à 200 000 euros quoi, pour 3 ans. Ah, c'est beau, ouais. C'était magnifique, quoi. Je veux dire, le mec, il avait allumé que les lignes, quoi. Je veux dire, il avait fait un tournoi, on le connaissait pas, hein. Il Ah était ouais. au Donc tennis études. il avait quoi, 16 ans? Ah ouais, il avait 16 ans. J'arrive et l'oncle me dit, bah, écoutez, c'est vraiment bien, hein, je suis content, hein. Et le petit, bon, il était là, mais lui, il s'en foutait, il voulait Mario frapper des coups droits, quoi. Fila, Hein. c'est quelle nationalité? C'est les Italiens. Ok. C'est la marque. Ah bah oui, Chino, naturellement. Voilà. Et donc, on commence cette collaboration et puis je le suis bien entendu avec attention. Et puis, malheureusement, comme c'était le cas un peu pour Amélie, je m'aperçois que Jean-François, il est un peu tétanisé, il n'a pas confiance en lui. Est-ce qu'il était bien entraîné ou pas? Mais dans les prochains mois, les prochains trimestres, en fait, au lieu d'allumer les lignes, il les mettait juste à côté, quoi. Ouais. Tu vois? Donc, ça dénotait pour lui un peu de nervosité, en fait. Et on s'est aperçu qu'il était tellement sensible qu'il n'a pas pu apporter, en fait, à son tennis. Il avait besoin de confiance en lui et il n'a pas pu passer ce cap de dire je vais défoncer et je vais être un top 10 parce qu'il avait véritablement les qualités pour ça. Il a fait une belle carrière, il a été 130e mondial, il a été 70 en double, il a battu des très bons joueurs, mais il n'a pas eu la carrière en fait qu'il méritait. Mais ça reste avant tout quelqu'un de super, de éducation géniale, que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à rencontrer parce que c'est vraiment comment te dire, c'est vraiment un mec bien, quoi. Je veux dire, sous tout rapport. On a un épisode avec lui qui va sortir prochainement. Et du coup, Ouais. à l'issue de ces 3 ans, ou quand tu vois que la carrière du joueur n'évolue pas forcément comme tu l'aurais aimé, est-ce que vous vous séparez d'un commun accord ou comment vous avez fonctionné? Alors bien sûr que comme pendant 3 ans, en fait, les montants en fait qui sont payés, c'est l'antichambre en fait du circuit professionnel. Donc dans les 3 ans, il doit passer un cap pour arriver à avoir une attention particulière et à réussir sur le circuit. Malheureusement, il n'y est pas arrivé. Malheureusement, c'est comme ça, il n'est pas arrivé. Et là, bon, on a toujours essayé de l'aider dans la mesure de nos possibilités, mais malheureusement, comment dire, il était bloqué à cette situation. Et nous, on ne pouvait plus faire le travail qu'on aurait aimé faire, c'est de basculer sur ce contrat FILA avec un autre contrat de plus long terme qui permettait en fait d'assurer sa carrière. Donc automatiquement, eh ben, il y avait moins de travail et puis il n'avait plus besoin de nous. Mais on l'a toujours essayé bien sûr de l'aider pour qu'il puisse continuer. On a toujours gardé des liens. Il sait qu'il peut appeler à tout moment pour avoir des conseils et même encore maintenant, on a des relations qui sont hyper proches. Ok, alors, bon, ben, j'ai l'impression qu'on est bon sur le volley tennis. Est-ce que tu peux nous parler du coup de la section que tu as créée dans le foot? Oui. Comment tu y as pensé et comment tu as mené ta barque dans ce nouveau sport?
Je m'aperçois que IMG est intéressé par le football. Je m'aperçois que le foot génère quand même beaucoup d'argent. Je m'aperçois que pour développer, on est obligé d'aller dans le football. On a déjà le golf avec Patrice Marquez, on a le tennis depuis longtemps. Et je m'aperçois que c'est impératif de prendre des bonnes personnes parce que dans le foot, c'est pas comme dans le tennis. Les règles sont complètement différentes. Donc, il me faut des mecs qui soient des mecs bien. Il faut des mecs qui soient loyaux. Il faut des mecs qui travaillent dans l'esprit d'IMG, et ça, c'est pas facile à trouver parce qu'il peut tout se passer dans le football. Okay, contrairement au tennis où c'est bien réglementé, au football, c'est l'anarchie totale et à la fois pour faire signer un jeune comme pour le changer de club, pour derrière facturer et surtout recevoir l'argent sur le compte, c'est une autre histoire. Donc, c'est hyper rock'n'roll, quoi, je veux dire. Donc, on a rencontré par l'intermédiaire à l'époque d'Axel Lablatinière, Bruno Satin et Eric Renaud qui avaient une petite société. Et Axel nous a toujours dit, écoute, ces mecs sont top, il faut absolument que tu les rencontres, ils ont besoin de se développer, pourquoi pas le nom d'IMG, ça a assuré une crédibilité au niveau de leurs clients. On est en quoi, là, 95 ? Oui, absolument. On est en 95, absolument. Donc 3 ans avant le sac en Coupe du Monde. Et c'est quoi, tu sens qu'il y a un business économique, un potentiel économique de dingue. Il y a déjà des structures à l'étranger qui cartonnent. Et alors, il faut absolument y aller. C'est quoi l'idée? Alors, je m'aperçois qu'IMG a une bonne image, que les agents de foot ont une mauvaise image. D'accord. Donc, je m'aperçois que si jamais on va dans le football, on va sécuriser en fait les relations avec la famille et que ça va leur permettre de signer plus de clients. Parce que quand on est dans le tennis et qu'on a affaire à IMG, il y a une crédibilité. Ce n'est pas un agent seul. Ça veut dire que c'est une société qui est derrière. C'est un agent tout seul peut faire n'importe quoi. Une société, à l'intérieur d'une société, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des gardes-barrières qui sont très, très importants. Donc, je m'aperçois qu'il peut y avoir un succès là-dedans et on décide avec le groupe de racheter cette société de Bruno Satin et d'Éric Renaud. Éric Renaud est un ancien joueur de football qui a un œil sur les jeunes et qui a une crédibilité formidable. Et Bruno, il connaît le monde entier, il adore ça, il peut partir du jour au lendemain en Afrique ou à Buenos Aires pour signer un gosse et il a des ramifications dans le monde du football qui peuvent permettre en fait d'avoir du succès. Et ça, c'est fait dans le monde entier. Ça veut dire qu'en Espagne, il y a des agents également, en Allemagne, il y a des agents, en Angleterre, on a des agents, ce qui permet de créer toute une plateforme de contacts et comme je l'ai dit tout à l'heure, de rassurer nos futurs jeunes joueurs de foot. Voilà. Et donc c'est toi qui as l'initiative vraiment de la création de cette section, comme dans le golf. Oui, c'est moi, parce que je voulais créer en fait une plateforme en fait d'agents dans tous les sports. Après, j'ai essayé le football, on a essayé, on a réussi dans le golf, dans le tennis, et je voulais après passer au rugby et puis passer à autre chose. Mais au moins, quand on avait toute cette base de données de sociétés également, on pouvait plus facilement orienter les sociétés avec nos clients et cette base de données nous permettait d'être plus efficace pour rechercher des partenariats également. Et tu t'es planté donc, Non, on n'a pas eu le temps d'aller dans le rugby parce que je vais t'expliquer, c'est très simple, c'est que le football, on a travaillé pendant 10 ans et puis on s'est aperçu que on a signé des très bons joueurs, on a signé, il y avait Bernard Lama qui nous a accompagnés, qui est un mec super, on a signé Olivier Dacour qui a fait différents clubs, on a signé Julien Escudé qui était international et dans lequel on a géré sa carrière, Benoît, Bruno Chéroux, on a signé pas mal de très bons joueurs qui ont certainement disparu aujourd'hui, mais on avait une société qui était crédible, on avait une société qui marchait bien, on facturait, on était payé et ça marchait bien, sauf que dans le football, c'est pas comme dans le tennis, tu signes un contrat avec le joueur, mais à tout moment, en fait, le joueur, il en a rien à foutre, il respecte pas les contrats, donc il va signer avec un autre agent, ou un autre agent vient le voir et lui dire écoute, on déchire le contrat et puis de toute façon, ils ne t'attaqueront pas parce que s'ils t'attaquent, ça va se savoir et si ça se sait, tu ne pourras plus signer un joueur parce qu'aucun joueur ne pourra signer avec IMG si c'est une société procédurière. C'est le Far West. C'est le Far West total. Donc, il pouvait s'avérer qu'on signait un joueur, mais que la semaine d'après, on ne l'avait plus. Donc, moi, je disais à mes camarades, j'ai dit écoutez, bon, on signe un joueur, on essaye de
faire changer de club le plus rapidement possible. On touche la commission et puis après, s'il part ailleurs, il part ailleurs. Mais au moins, il fallait faire du business, quoi, je veux dire. Ok. Mais c'était difficile de garder un joueur, à part quelques exceptions, dans le futur, quoi, je veux dire. Sauf des cas qui étaient, je dirais, Patrick Mboma, qui était Ballon d'Or africain, qui est venu nous rejoindre après en tant qu'agent, Ouais. qui était ça. Il y avait des mecs bien, quoi. Il y avait des mecs avec lesquels tu pouvais faire une partie de ta mission. C'était Julien Escudé, c'était top, quoi, parce que si un agent venait le voir, il disait, écoute, moi je suis bien avec mes agents, m'emmerde pas. Tandis que le commun des mortels, lui, il voyait quelqu'un arriver avec une valise pleine de billets, il la prenait et puis déchirait ton contrat. Tu vois, c'était vraiment le Far West, mais c'était hyper original de pouvoir travailler dans ce business. C'était super. Il se passait toujours quelque chose. Et Michael Landreau? Michael Landreau aussi. Voilà un mec bien. Tu vois, merci, je te remercie parce que j'en ai oublié quelques-uns. Mais Michael Landreau faisait partie des joueurs qui étaient aussi respectueux, qui connaissaient les règles, qui nous ont toujours fait confiance. Voilà des mecs bien. Et dans les agences que vous aviez en Europe, vous avez signé des stars un peu en Italie, en Angleterre? Oui, on avait signé Kun Aguero, qui est toujours à Manchester City. On avait signé, qui on avait signé encore je m'en rappelle plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les vrais stars, ils sont managés par la famille. Donc, le père s'occupe des contrats, s'occupe des trucs. Et puis, bon, comme le téléphone, il sonne, ils font travailler la sœur, ils font travailler le frère, ils font travailler l'oncle. Ils ont besoin de personne, quoi, je veux dire. Donc, ils font leur business. Contrat de représentation, ils le signent si effectivement ils ont une mallette ou ils sont intéressés par la commission. Donc, c'est vraiment difficile. On a pensé en fait qu'on pouvait réussir au plus haut niveau, mais c'était très délicat parce que on avait des règles nous internes qui ne correspondaient pas en fait à ce business-là. IMG gère toujours des joueurs de foot aujourd'hui ou pas? Non, 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 on a arrêté parce que c'était simple, c'est qu'à un moment donné, comme notre société était rachetée par un fonds et tout ça, c'était un business qui était, comment dire, qui était pas sécurisé. Okay. Et l'actionnaire, pour vendre, a préféré arrêter le football du jour au lendemain. Donc, il a fallu qu'on se sépare à la fois de nos joueurs comme à la fois de nos agents, à notre plus grand désespoir, parce qu'on continuait à gagner de l'argent et on ne comprenait pas pourquoi ils arrêtaient un business qui marchait. Donc, on était très déçus que IMG puisse arrêter, mais c'était comme ça, on travaillait dans une société. Donc, nos anciens agents ont continué après. Bruno Satin est toujours en exercice, on a toujours des super contacts, sachant que lui est surtout supporter de Paris Saint-Germain et moi de Marseille. On n'arrête pas de s'allumer de temps en temps, mais c'est hyper sympa. On a vécu une période vraiment géniale parce que entre Patrice Barquez, Bruno Satin, Éric Renaud et les agents de tennis à l'époque, il y avait une super ambiance, quoi. C'était la fête, quoi. Je veux dire, on arrivait, on passait notre temps à aller se voir dans les bureaux pour échanger nos impressions et échanger nos business. Est-ce que toi, tu étais du coup full-time sur le tennis et tu développais, tu avais un œil sur le golf et le foot? Et est-ce que ton cœur, quoi qu'il arrive, battait beaucoup plus fort pour gérer du business dans le tennis ou tu prenais quand même énormément de plaisir dans les deux autres sections? Non, moi, je prenais beaucoup de plaisir sur les trois business. Et c'était pour moi un peu. Il fallait que j'évolue aussi parce qu'après 15 ans, 17 ans, 20 ans dans le tennis, j'avais vraiment fait le tour. C'était difficile, c'était usant. J'avais 15 clients et c'est là où j'ai essayé de prendre des agents pour m'aider dans le tennis et pour que je puisse essayer de développer ce business pour IMG. Et c'est vrai que ça a été difficile après parce que j'ai pris des agents qui ont très bien, mais malheureusement, la mayonnaise n'a pas pris pour la simple et bonne raison, c'est que, c'était difficile, la compétition était encore plus rude, et puis on est arrivé contre Arnaud Lagardère qui, comme je l'ai expliqué, était à la fois sponsor et représentait des joueurs. Donc, c'est pour ça qu'on a perdu, on a perdu mon fils, on a perdu Gasquet, on a perdu Santoro, on les a tous perdus à l'époque parce que c'était difficile, nous, de perdre de l'argent dans le tennis alors qu'on en a gagné tout le temps, quoi. Je veux dire, on ne pouvait pas se permettre d'être déficitaire. Et j'ai cru comprendre pourquoi dans le rugby ça ne l'avait pas fait, c'était une question de timing, mais tu nous en as pas trop parlé finalement. Non, le rugby, c'est simple, c'est qu'à un moment donné, le rugby arrivait en force. Et c'était à l'époque où IMG se posait des questions sur la représentation de joueurs dans le football. Donc, au lieu de continuer à développer ça dans le rugby et puis d'essayer de faire quelque chose,
eh ben, ils ont arrêté le football. Donc, on était un peu déçus et aller dans le rugby alors qu'on a arrêté le football, très sincèrement, ça n'avait aucun sens. Est-ce que tu connais, avant de terminer ce volet, est-ce que tu connais Mino Raiola, le- l'agent de foot, l'agent de joueur de foot un peu controversé, là, qui empoche des millions, qui est critiqué de toutes parts, mais quoi qu'il arrive, qui a toutes les plus grandes stars, quoi. C'est incroyable. Non, bien sûr que je ne le connais pas, mais pour moi, c'est un fakir, c'est extraordinaire. Il a réussi. C'est-à-dire que quand on a une star et que derrière on est sollicité, c'est facile d'aller voir une autre star et lui dire voilà ce que j'ai eu, voilà ce que je connais toutes les ficelles du métier. Et quand tu vas signer avec le Milan AC ou quand tu signeras avec Manchester ou avec la Juventus de terrain, eh ben tu perdras pas d'argent. Moi je vais t'en faire gagner, ok. Et il parlait pas de commission parce que lui, eh ben, je pense qu'il gère les intérêts avant tout du club mais il gère des deux côtés. Donc, il est payé par le club et le joueur, en fait, il paye rien, le joueur. Le joueur, il sait qu'il a son salaire. Donc, lui, il détient les clés des clubs. Et les clubs, ben, pour pouvoir avoir les meilleurs, ben, ils passent par lui et ils demandent le montant qu'il veut. C'est fabuleux. Le mec a un business model qui est génial. Bravo, 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 bravo. C'est un peu ton Roger à toi dans le domaine des agents ou pas? Ouais, non, mais le mec est fabuleux. Le mec, il a créé quelque chose. Il était précurseur. Il a signé Ibrahimovic, qui a permis de signer un autre, qui a permis de signer un autre. Il faut être à un moment donné charismatique pour pouvoir signer le premier, qui va t'aider à signer le second. Ouais. Mais surtout de bien comprendre que c'est le club qui va payer et que c'est pas le joueur. Donc à partir de ce moment-là, le joueur, il est content. Il est géré par le meilleur et c'est pas lui qui paye. Donc il s'en fout, quoi. Je veux dire, il s'en fout. Et Stéphane Gurov, tu connais l'agent d'Elina Svitolina, de Sofia Kenin? Oui, oui, je l'ai rencontré 2, 3 fois, absolument. Oui, plusieurs fois même. Et quel est ton avis sur le... Oh, c'est un bon agent, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Il fait de son mieux. C'est un passionné. Il essaye de signer des jeunes Russes pour les amener au plus haut niveau. Ça ne doit pas être facile d'être seul. Je ne sais pas s'il est encore seul. À l'époque, il était seul. De se battre contre des grosses sociétés comme pouvait être à l'époque Octagon ou IMG, c'était pas facile. Donc, il avait moi, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que il a fait son métier et puis il le fait bien. Mais voilà, mais je l'ai Ok. perdu de vue. Voilà. Ok. Avant de clore le chapitre et de passer à ta vie aujourd'hui et peut-être tes projets actuels, est-ce que tu peux nous dire comment ce que ça t'a fait quand tu as pris ta retraite, toi qui devais être sur tous les fronts, sur 15 dossiers à la fois, hyper actif, toujours en quête de challenge? Comment est-ce que tu as pris ta retraite la mort dans l'âme ou apaisé? Enfin, comment ça s'est passé? C'est simple en fait, c'est très simple. Depuis que IMG a été racheté, depuis que McCormack est décédé malheureusement, cette société était gérée par des fonds d'investissement qui demandaient de plus en plus de résultats et moins en moins d'entrepreneuriat. Donc à partir de ce moment-là, on est un petit peu, je dirais, comment dire, on n'est pas stressé, mais on est limité dans nos actions. Et on attend bien entendu la vente parce qu'on est intéressé à la prochaine vente. Donc, on a moins en moins de travail à faire et c'est de plus en plus difficile de générer du business parce que ce n'est jamais assez rentable pour la société. Et la société demande un taux de rentabilité qui est largement supérieur à ce que pouvait faire le business du sport. Donc, automatiquement, on arrive à un degré où on est proche du burn-out parce qu'on n'a plus grand-chose à faire et que derrière, au lieu d'entreprendre, on fait que couper. Donc, c'est vraiment difficile pour maintenir en fait la rentabilité et qu'elle puisse être vendue dans les meilleures conditions possibles. Donc, à un moment donné, quand la société a été vendue, pour moi, c'était une libération parce que c'était pas mon style. J'avais besoin de faire des choses et on m'a toujours empêché de les faire. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais content de partir et j'étais content de me reposer parce que, un, il fallait que j'attende la vente. Deux, il fallait que je pense à mon départ. J'avais 30 ans de boîte et puis il fallait que je réussisse ma sortie. Donc à 58 balais, quand tu es un peu. J'avais une super équipe, heureusement, qui m'a aidé à traverser toutes ces années difficiles qui a fait du boulot fabuleux parce qu'on a réussi à maintenir les chiffres, on a réussi, il ne faut pas oublier que la concurrence était rude. Hein. Pour les événements, on avait l'Open GDF Suez qui était en situation difficile. On avait, on avait tous les business de représentation de joueurs qui étaient martyrisés par Arnaud Lagardère. On avait donc il fallait maintenir en fait un taux de rentabilité qui était difficile à tenir. Donc
ça a été un soulagement énorme, énorme. Et à 58 ans, il fallait que je me repositionne, à la fois de prendre du repos, parce que j'avais la tête comme un compteur, et à la fois de regarder si j'avais des projets qui pouvaient venir et qui ne sont pas arrivés, et qui m'a permis à un moment donné de créer ma société pour avoir une ou deux missions. Mais après, il faut dire une chose, c'est qu'une fois que tu t'arrêtes à cet âge-là, une fois que tu n'as pas l'équipe autour de toi, une fois que tu es seul, tu t'aperçois que tu n'es plus aussi bon que tu l'étais avant, parce que si tu étais bon avant, c'est parce que tu avais des gens à côté qui étaient super bons. Tu les avais choisis, mais ces gens-là, ils te faisaient briller, et je remercierai jamais assez mes anciens collaborateurs d'avoir été aussi bons, parce que grâce à eux, effectivement, on a fait une partie du chemin qui a permis à la fois pour eux de reprendre ma place, parce qu'à un moment donné, il faut laisser la place aux jeunes. Ils sont beaucoup plus performants, ils ont beaucoup plus de passion, et puis il faut qu'ils fassent leur carrière, donc il faut passer le relais. Yes. Et moi, je suis très content parce que le relais a été bien passé et que ces jeunes ils sont un peu moins jeunes, mais ils sont toujours dans la société et ils marchent très très bien et on a toujours des contacts et c'est un grand plaisir pour moi de les avoir autour de moi encore. C'est ça qui est bon. Et ton âge d'or, si tu devais revenir dessus, est-ce que ça a été les débuts chez IMG ou plutôt la période où tu as sécurisé un peu ta place avec les forgés, les stars un peu de l'époque? C'était ton âge d'or avec du recul ou c'était une autre période? Non, mon âge d'or, c'était les périodes McCormack. Il n'y a aucun doute là-dessus. On avait une équipe béton. On avait une équipe qui était des vrais guerriers. On avait aux États-Unis. C'est quand tu as signé Forger et compagnie, non? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est là où c'est parti. C'est là où au bureau, il y avait Proisy, il y avait Jean-Noël Bioul, l'Europe. Là, on était une machine de guerre, quoi, je veux dire. Une machine de guerre. On ne pouvait pas louper un jeune, quoi, je veux dire. Il n'y a pas un jeune qui lui... On était, mais agressif, grave, quoi, je veux dire, parce que McCormack nous mettait une telle pression. Donc, ça, c'était la plus belle aventure, c'était au début de McCormack. Après, en fait, son décès, ça a été le début de la fin, en fait, parce que là, on parlait pognon au lieu de parler passion, et là, ça a été une catastrophe. Enfin, pas catastrophe, parce qu'on a réussi. J'ai dit une connerie encore. Une connerie, c'est pas une catastrophe, loin de là. Mais c'était une autre façon de voir l'entrepreneuriat et une autre façon de gérer l'économie actuelle, qui est de la rentabilité avant tout. Et puis, il faut faire du pognon, Et puis, il n'y a plus cette passion et cet amour du boulot. Mais oui, mais moi, je trouve que c'est loin d'être une connerie de recentrer en disant que c'est bien beau de vouloir générer du chiffre et de se concentrer sur le business. Mais s'il n'y a pas le cœur du métier et la flamme, forcément, tu es moins bon, tu te disperses. Enfin, je sais pas, c'est quoi. Oui, mais c'est une façon de voir les choses. Aujourd'hui, tous les fonds veulent une rentabilité, ils prennent des risques, ils mettent de l'argent, ils ont besoin de savoir la rentabilité, ils ont besoin de savoir qui fait quoi, ils ont besoin de mettre la pression, Alors que aujourd'hui, un travailleur, un agent, il vit par passion, il n'a pas besoin de pression. Il sait très bien qu'il faut la mettre la pression. Ouais. Mais par contre, c'est le travail en équipe qui est primordial, quoi. Et McCormack, vous avez cédé quelque part à Patrick Proisy et toi? On était, je ne peux pas te dire par rapport à Patrick qui est parti, lui, en 2003, je crois. Ouais. Moi, effectivement, il m'avait intéressé sur la revente. Donc, je suis loin de me plaindre de ma situation. J'ai eu, en fait, tous les bons côtés d'IMG, l'entrepreneuriat, le fonds d'investissement, Ted Forsman, après WMI qui est arrivé avec Harry Emmanuel. Je ne sais pas si tu as vu la série Entourage sur pas Netflix, c'est sur Canal. C'est la vie, en fait, d'Harry Emmanuel en 8 saisons. Et si vous ne l'avez pas vu, c'est fantastique parce que là, c'est exactement le métier d'agent aux États-Unis. Et je me suis régalé avec ça. Mais toutes ces personnes, en fait, ont remarquablement géré des situations à un moment qui m'a permis, moi, de sortir au bon moment, avec un bon timing, avec des amis. Pour moi, je ne pouvais pas partir d'IMG sans laisser mes amis, quoi. Je veux dire, donc moi, je suis très content de la façon à la fois dont je suis parti et de pouvoir garder mes amis actuels. Et t'avais quoi comme pourcentage des parts de la société? Alors, c'est très sincèrement, alors je te regarde bien dans les yeux et j'en avais aucune idée. Aucune. Mais ça paraît bizarre, c'était quand même ton quotidien. Non, je vais te dire un truc, c'est que je faisais confiance. Moi, j'ai toujours fait confiance à mes employeurs. Ok. J'ai toujours fait confiance. J'ai dit, écoutez, je ne sais pas ce que ça peut donner, on va faire du meilleur boulot. Si tu me donnes ça, c'est pour que je sois content, donc j'estime que c'est faire.
Voilà. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de travailler dans une société. J'ai toujours été très fidèle à cette société parce qu'ils m'ont fait confiance. Ils m'ont payé un salaire, ils m'ont appris le métier, ils m'ont gardé, ils m'ont soutenu, ils m'ont intéressé sur la vente. Donc, à un moment donné, s'il me dit je te donne 1%, 2%, 3, 5, je dis écoute, je te remercie. Voilà, simple et efficace. Non, mais tu es obligé de faire confiance et je pense qu'en faisant confiance, tu donnes confiance également pour que ton employeur, il joue le même jeu que toi. Ouais. Yes. Trop souvent aujourd'hui, les gens discutent de boulot, discutent d'argent avant le métier, avant de réaliser en fait des profits. C'est une erreur fondamentale. Aujourd'hui, il faut donner aux sociétés. Il faut leur prouver que tu es bon. Il faut ramener de l'argent et après leur faire confiance. Leur faire confiance. Et il faut savoir, c'est que aujourd'hui, un employé qui est bon, il faut surtout pas le laisser partir. Ok. Donc automatiquement, il faut faire confiance à ton patron qui va essayer de faire le mieux pour toi. Yes. Il faut pas inverser les rôles. Donc, après ça, tu es devenu consultant en marketing, c'est ça? Ouais, j'étais consultant, mais comme je te l'ai dit, franchement, tout seul, j'étais pas bon. J'ai fait une ou deux missions, mais qui sont avérées des échecs. Okay. Des échecs parce que j'étais pas fait pour ça et que j'étais pas bon et que je me suis aperçu que j'étais pas bon. Je m'ai aperçu que j'avais plus les réseaux. Je me suis aperçu que je pouvais effectivement à un moment donné avoir des idées, mais qui bon. Dire tout ça pour s'emmerder la vie, travailler. Moi, je ne peux pas travailler tout seul, c'est impossible, je suis mauvais. Et du coup, tu as été jeune retraité, quoi, 58 ans. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont fait palpiter, à part le golf, évidemment, qui t'anime, mais Non, j'aurais aimé, effectivement, à un moment donné, on m'a proposé de revenir en tant que consultant pour gérer, accompagner des jeunes agents, mais c'était plus fort que moi. Je leur ai dit tout de suite, je vous aime, mais je peux pas. Je peux pas repartir, aller voir les parents, tout ça, c'est du réchauffé, c'est pas bon. okay. Moi, je serais vous, je ferais pas ça, quoi. Je veux dire, ne faites pas du nouveau avec des anciens, c'est impossible. C'est impossible. Je trouve que c'est malsain et c'est pas. Donc, aider, donner des coups de fil, discuter comme l'on fait actuellement, oui, ça, je peux le faire. Mais aller voir les parents pour signer des gosses, non, ça va. C'est pas possible, quoi. C'est impossible. Donné. Ouais, non, j'ai donné et puis j'ai plus la force. Ouais. Prendre un billet d'avion pour aller, je l'ai fait. Non, mais c'est plus possible. Tu arrives à l'aéroport, tu as envie de prendre le vol de retour. Tu n'as pas envie d'aller te faire chier, quoi. Je veux dire, tout ça pourquoi, quoi. Je veux dire, ça va pas changer ma vie, quoi. Ouais. Ça changera pas ma vie. Donc aujourd'hui, je préfère m'occuper de moi. J'estime qu'on a la chance déjà de vivre aussi longtemps. Si aujourd'hui je loupe mes 15 prochaines années ou mes 10 prochaines années, c'est pas dans la caisse à sapin que je vais amener mon oseille. Hein. J'en ai rien à foutre. Tu vois, donc putain, prenons du bon temps. Si je joue au golf, ok. Si je fais un birdie, c'est mieux. Si je fais un bogey, je suis un con. Tu vois. C'est énorme. Mais voir les potes, continuer à les voir, discuter, partager. Malheureusement, ce qu'on n'a pas fait depuis 2 ans à cause de ce putain de Covid, ça m'a gêné parce que Mais bon, moi aujourd'hui, je m'aperçois que je reprends contact avec tous mes anciens joueurs. On passe du bon temps. Comment tu vas? Si on peut aider, on aide. Comment partager? On a eu de la chance. Évoquer les souvenirs. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. T'as pas besoin d'autre chose, en fait. T'as la belle vie, mon Reg. Putain, mais j'ai la belle vie. Bien sûr que j'ai la belle vie. Et il faut que ça continue, mais j'ai la belle vie. J'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Voilà. Est-ce qu'il y a des projets que tu aimerais qu'on te propose aujourd'hui? Non, moi, il y a des projets, ouais, il y a des projets qui me tentent. C'est comment on voit l'évolution du tennis dans les 10 prochaines années, comment gérer les clients qui sont les licenciés et comment les rendre accros au tennis. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Comment évolue le football et comment faire en sorte que les droits de télévision aujourd'hui vont descendre alors qu'ils devraient remonter. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Pouvoir parler peut-être à la radio ou à la télé sur des choses qui concernent à la fois le business comme à la fois les sports, parce qu'aujourd'hui, il faut prendre véritablement l'idée que le sport est un spectacle et que le client, c'est celui qui est derrière sa télé. Le client, c'est celui qui va aller sur les événements et il ne faut pas qu'il parte. Donc, pour ne pas partir, il faut rester attentif à les impressionner, à les rester captifs. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de zapping et on veut tout ce qu'il y a de mieux, le plus facilement possible
et le plus rapidement possible. Autrement, on zappe sur autre chose. Le monde a changé. Donc, pour garder cette intensité à des clients comme les licenciés de tennis ou comme les joueurs de golf ou comme les téléspectateurs de football ou même les spectateurs, eh ben, il faut modifier, il faut changer, il faut que les règles évoluent. Et ça, c'est un aspect, en fait, par rapport au business, je parle, bien entendu. Ça, c'est un aspect qui m'intéresse à un moment donné. Ça, c'est, voilà. Alors, j'y ai pas encore, j'ai jamais été approché ou quoi que ce soit, mais ça, c'est quelque chose qui me ferait plaisir parce que il y a beaucoup de choses à faire. Et intervenir dans les écoles de management du sport pour former les acteurs de demain, est-ce que ça te branche ou sans plus? Oui, ça me branche. Ça me branche. Je suis, pour tout ce qui est, il faut bien dire une chose, c'est tout ce qui concerne les jeunes, moi, je suis à leur disposition. C'est-à-dire que je suis, j'ai besoin de côtoyer les jeunes. Les jeunes ont besoin également de savoir où orienter leur business. Les jeunes ont besoin de tout et je prendrai toujours du temps pour les jeunes. Beau gosse, comme on dit. Voilà. J'ai l'impression qu'on a passé un bon bout de chemin ensemble. Si on devait écrire un livre ensemble, Régis, un livre qui ferait 2470 pages, comment est-ce qu'on s'y prendrait? Parce que ta vie est quand même un recueil d'anecdotes, faut qu'on se le dise. Non, on m'a dit, là, j'ai vu les retours, on m'a dit pourquoi tu n'écris pas un bouquin? Un, je ne sais pas écrire. Deux, je fais tellement de fautes d'orthographe. Alors, bien sûr qu'on peut m'aider, mais moi, je vais te dire, j'étais surtout content de pouvoir garder des anecdotes sur les podcasts qu'on a fait parce que c'est quelque chose que, comme je te l'ai dit déjà, j'ai jamais pu en parler. Ouais. Parce que c'était confidentiel et que maintenant il y a prescription, on s'en fout, quoi. Je veux dire, moi j'ai besoin de dire j'ai aimé un tel, j'ai pas aimé un autre. Voilà pourquoi, les bonnes raisons, pour savoir que moi j'avais je pouvais pas parler. J'avais des clauses de confidentialité qui m'empêchaient de parler, ce qui est tout à fait normal. Mais moi j'aime bien à un moment donné, pouvoir expliquer le pourquoi du comment et pourquoi ça n'a pas été fait et pourquoi on a perdu X, pourquoi on a perdu Y. Parce qu'il y a toujours des raisons qui sont indépendantes de ta volonté et qu'à un moment donné, tu fermes ta gueule quand tu loupes. Et puis par contre, quand tu signes, tu fermes ta gueule aussi parce que c'est pas bien de pouvoir parler souvent de tes succès. Tu es jalousé. Et si jamais tu perds, tu es puni d'un autre côté. Donc, moi, j'ai été content de faire ces podcasts pour pouvoir discuter de tout ça. Mais en tout cas, c'est une chance pour moi et puis pour la communauté Tennis Légende de découvrir ton parcours parce que depuis qu'on a diffusé, j'ai reçu un paquet de messages sur LinkedIn de gens qui me disent « Mais Régis Brunet, c'était notre king à l'époque. » Ouais. Et d'arriver à ce moment-là, moi, tu vois, je te connaissais pas avant de venir te chercher, avant de faire l'épisode avec Arnaud Di Pasquale. Et franchement, tu nous as fait voyager. C'était un bonheur, quoi. C'était un régal. Merci de nous avoir confié tout ça, quoi. Ouais, écoute, c'est un plaisir réciproque, je te dis, parce que c'est véritablement des belles années, quoi. C'est les belles années du tennis. C'est là où le tennis a explosé et c'est là où on s'est régalé à tous les niveaux. Toutes les semaines, il y avait quelque chose, c'était génial. Pour terminer, le mot de la fin, le plus beau parcours de golf de toute ta vie sur lequel tu as pu jouer, c'est lequel? Putain, c'est une bonne question, franchement. Franchement, j'en ai joué tellement de beaux qu'à la rigueur, c'est pas besoin d'aller à l'étranger pour voir je veux dire, Chiberta, c'est exceptionnel. Morfontaine. C'est où ça, Morfontaine? Chiberta, c'est Morfontaine, c'est un parcours qui est très privé dans la région parisienne, dans le nord de la région parisienne. Mais il y a comment te dire, tous les parcours sont beaux. Il n'y a pas un parcours qui est pas beau, quoi. Je veux dire, une fois que tu vois le drapeau, tu dis, putain, c'est beau, quoi. Je veux dire, c'est beau, tu te régales, quoi. Je veux dire, il n'y a pas un parcours où tu te dis, putain, là, j'ai joué. Oui, j'ai joué des parcours. J'ai fait à Dubaï pendant 10 années le même parcours que la Rest to Dubaï en Pro-Am grâce à Rolex. Mais j'ai joué également des parcours à Abu Dhabi qui sont exceptionnels. Mais tous les parcours sont beaux, quoi. Je veux dire, à Abu Dhabi, il y a des parcours, mais tu as l'impression que tu peux pas marcher sur le gazon, tu as peur de l'abîmer, quoi. Je veux dire, c'est irréel, tellement c'est souple, tellement c'est bon, quoi. Je veux dire, le parcours de championnat comme Jumeirah à Dubaï, puis derrière, tu vas rejouer un autre à côté, il est aussi beau, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, Dubaï, c'est magique, quoi. Okay. Bon, mon Reg, merci beaucoup. Ok, Max, ciao.
On se tient au jus et puis bonne chance pour la suite, vieux. Hein? Yes, à très vite. Ok, allez, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté ce 300e épisode avec Régis Brunet. Allez lui dire sur LinkedIn si ça vous a plu. 300 épisodes déjà. Incroyable que la route est longue et belle à la fois, hein, depuis ses premiers enregistrements à Bidart avec une connexion incertaine. Je pense que je l'ai répété 70 fois sur ce podcast pour ceux qui ont écouté tous les épisodes, mais c'est important de s'en souvenir, surtout quand on sait qu'on a depuis réalisé des tournages assez improbables. Je repense à ce bon vieux Gustavo Kuerten en marge de Roland Garros, taper la balle avec Gouga, c'était quand même un sacré souvenir. Et j'en passe, j'en ai vécu des trucs grâce à ce projet de podcast, donc vraiment merci en tout cas d'être là et nous filer un coup de main à chaque fois en mettant un like sur la vidéo, 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, tout dépend si vous êtes team YouTube ou Apple Podcast, audio, tous vos commentaires, vraiment ça nous aide de fou pour faire grandir le contenu et hyper important aussi c'est envoyer à vos potes via WhatsApp puisque le bouche à oreille reste un des canaux les plus importants pour grandir sur les podcasts, donc voilà, vraiment faites partager et tourner ces épisodes à toutes les personnes que ça pourrait intéresser pendant qu'ils font leur footing, dans les transports, en rentrant de la plage, en cuisinant, peu importe. Le but, c'est de le partager. Merci beaucoup d'avance de faire rayonner ce contenu. Vous pouvez aussi me proposer des contenus, vous êtes de plus en plus à le faire, en tout cas ça c'est hyper cool, des idées de contenu, de tournage. Vous pouvez m'ajouter sur Insta max_Zamora, ZAMORA _TL. On est à la fin de la saison 7, on va démarrer en septembre une saison 8. Je remercie énormément Océane aussi. Vous nous demandez souvent combien on est chez Tennis Legend, mais on est 2, le fondateur Johan et moi, et on a Océane qui est en freelance et gère nos montages, donc on est même 3 et elle fait un travail de dingue, même si parfois les joueurs sont remplacés par d'autres, ça arrive de moins en moins je crois. Océ, tu fais vraiment un taf de fou, merci pour tout ça et voilà, merci d'être là et de nous aider au quotidien. Tu nous permets de gagner un temps précieux et de gagner en qualité aussi sur les rendus des vidéos. Il y a un paquet de vidéos là qui ont bien marché dernièrement et c'est en immense partie grâce à Océ. Les sparring au BO, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu les championnats de France là à Roland, tout ça c'est monté de main de maître par Océ et ça fait de très bons scores. Vous kiffez l'expérience de visionnage, donc c'est vraiment tout ce qui compte. Voilà, c'était un petit bisou un peu prolongé pour les 300e épisodes, c'est quand même symbolique. Et une nouvelle fois, je vous souhaite un très bel été, prenez du plaisir sur le court et en dehors évidemment. Bougez-vous, faites du sport, allez courir et je vous dis à très vite. Ciao ciao à tous, bye.